Salut la gang, ici Simon Durand-Soucloutier pour un nouvel épisode du Franc-Jeu Podcast. Cette semaine, je m'entretiens avec Catherine Lepage, plus connue sous le nom de la nutritionniste active. Pourquoi la nutritionniste active? C'est son nom puisqu'elle est travailleur autonome et a sa propre entreprise. Donc si jamais vous voulez faire collaboration ou utiliser ses services, vous aurez plus d'informations pour la contacter à la fin de l'épisode. Durant nos discussions, on a abordé différents sujets et je vais vous en nommer quelques-uns, question de vous mettre l'eau à la bouche. On a parlé des différents types d'alimentation, soit méditerranéenne, du végétarisme, du véganisme. On a aussi parlé des différentes diètes, dont la diète cétogène. On a aussi parlé du film The Game Changer, dont tout le monde a une opinion, mais j'avais envie d'avoir l'opinion d'une nutritionniste par rapport à ce film-là. Et on a aussi défait certains mythes qui sont encore très présents par rapport à l'alimentation dans notre société. Donc, je vous invite à écouter l'épisode en entier. Je pense que vous allez trouver ça très intéressant. Et je vous invite à laisser vos commentaires, soit sous la vidéo YouTube ou encore sur le profil Instagram en dessous de la publication. Sinon, vous pouvez écouter ce podcast sur toutes les plateformes. Donc, si vous êtes capable de laisser un bon rating, ça aide à faire connaître le podcast. Si vous avez questions, commentaires, suggestions, d'invités ou de questions, et vous voudriez que je trouve un invité pour y répondre, n'hésitez pas à m'écrire personnellement sur le Franc-Jeu Podcast sur Instagram. Je vous souhaite un excellent épisode et une bonne écoute. Bonjour Catherine Lepage, bienvenue au podcast. Catherine Lepage qui est une nutritionniste, mais qui va d'abord et avant tout se présenter parce que c'est toujours la question que je pose aux invités. Qui es-tu pour ceux qui nous écoutent? Qui est Catherine Lepage? Bonjour Simon, mais merci pour ton invitation au podcast, c'est vraiment très apprécié. En fait, moi, je suis nutritionniste diététiste, donc je suis principalement mon travail, je suis nutritionniste au privé. Donc, moi, j'offre mes services depuis que j'ai terminé mon baccalauréat en nutrition. Je me suis lancée au privé comme ça, sans vraiment de formation en entrepreneuriat, là. Je me suis vraiment lancée au privé depuis la fin de mon baccalauréat. En parallèle à ça, j'accumule certains petits contrats. Là, j'ai travaillé comme professionnelle de recherche à l'université là, durant les 2 dernières années. Ensuite, là, présentement, je viens d'avoir un contrat comme titulaire de chargé, dans le fond, titulaire de cours pour un nouveau micro-programme dans le fond, en performance dans le département de kinésiologie. Et donc, je donne mon premier cours cet automne. C'est un cours de nutrition et performance sportive. Cool. Puis, c'est ça. Puis, en parallèle à ça, c'est sûr que je fais des conférences en entreprise. Des fois, j'offre des services également en entreprise. Mais c'est principalement, je suis travailleur autonome à temps plein, je dirais. Là. Fait que t'aimes ça parce que ça doit varier beaucoup, là. Je veux dire, titulaire de cours, tu donnes des conférences, tu travailles avec des clients one-on-one. Ça doit être assez stimulant de ce côté-là. Oui, puis ce que j'aime beaucoup, c'est que je fais mon horaire. C'est ça, À 100%. ouais, ça. Je gère mes vacances, je gère mes rendez-vous. C'est moi qui ai la maîtrise de tout. Fait que c'est ça que j'apprécie vraiment. J'apprécie dans le fond, le fait que c'est très versatile de mon travail. C'est surtout aussi que t'es rendu là où tu peux quand même bien vivre de ça. Ce qui est intéressant, je pense, c'est de pouvoir choisir ses contrats puis dire non à certains que ça me tente pas, ça rejoint pas mes valeurs, je dis non. Tandis que peut-être qu'au début, souvent les entrepreneurs, au début, c'est comme, bon, il faut que je me fasse connaître, fait que je prends des contrats peut-être qui me plaisent moins, mais tu sais que faut que je fasse quelque chose, là. Mais après ça, ça doit être assez intéressant de ton côté. Et puis, t'es pas juste nutritionniste, t'es aussi athlète. J'ai appris ça en lisant sur toi hier, que tu avais fait une compétition en Nouvelle-Écosse. Est-ce que tu veux nous en parler un peu plus, puis de quel sport qui t'intéresse à ce sujet? Oui, en fait, moi, c'est justement le sport de mon côté, ça n'a pas toujours été présent dans ma vie, là. C'est depuis la mi-adolescence, en fait. Donc,
avant, j'étais vraiment une personne qui était très sédentaire. Donc, moi, j'étais, je peux le dire, là, j'étais obèse, j'avais un gros surpoids, je jouais aux jeux vidéo. Puis, tu sais, à l'époque, mon but, c'était de m'en aller conceptrice de jeux vidéo. Fait que, tu sais, quand j'arrivais à l'âge de 16 ans, c'est là que j'ai atteint un poids qui était relativement élevé, là. Pour ma grandeur, je suis pas très grande. Fait que là, j'étais proche du 200 livres. Disons que j'avais atteint quand même une condition physique qui était pas optimale. Je bougeais pas du tout non plus. Puis c'est à ce moment-là que là, j'ai décidé de perdre du poids par moi-même. Puis il y a eu beaucoup de changements qui s'est fait, autant au point de vue du mode de vie, mais en même temps au point de vue mental. Là, c'est là que j'ai pris plus conscience de mes comportements, j'ai pris plus conscience aussi de mes habitudes. Je me suis mis à m'entraîner. J'ai commencé par la marche, la course, puis après ça, j'ai intégré l'entraînement en salle. Puis c'est depuis ce temps-là que j'en fais. Moi, j'ai tombé amoureuse de ce type d'entraînement-là. Là, par la suite, je me suis mis à essayer le CrossFit, évidemment. Là, c'était pas plus. Ça a été, tu sais, dès que ça a commencé, moi, je me suis lancée dans l'entraînement de CrossFit. Après ça, bon, je faisais du vélo aussi au travers de ça. Puis là, quand je faisais du CrossFit, je me rendais compte que j'étais plus forte au niveau des mouvements d'haltéro ou des mouvements de charge. Tu sais, moi, les mouvements qui étaient plus de la gymnastique, c'était pas mon fort. Fait que là, après ça, j'ai dérivé vers le powerlifting. Puis là, justement, je me suis mis à entraîner avec plus de persévérance à ce niveau-là. Puis j'ai décidé de faire une compétition justement de powerlifting. C'était ma toute première là, avec la fédération, la CPF. Canadian Powerlifting Federation. Puis je me suis rendue en Nouvelle-Écosse. C'était vraiment une petite compétition, mais j'ai gagné dans le fond première catégorie pour j'ai gagné la première place pour la catégorie de poids, puis pour les filles au total. Ben, félicitations là-dessus. Je veux dire, c'est quand même un gros changement du tout au tout. Puis, tu sais, on parle en dedans de quoi, 10-15 ans, là, tu sais, t'es parti te changer ton mode de vie. Puis, tu sais, tu l'as expliqué un petit peu à quel moment c'est parti. Mais est-ce qu'il y a eu comme un événement déclencheur ou c'était plus grosso modo, là, j'ai comme pris un pas de recul sur ce quoi j'avais de l'air, ce que je pensais de moi ou ce que je voulais être, où il y a eu vraiment une phrase, quelqu'un qui t'a parlé, etc., puis ça a fait comme un déclencheur. Moi, je te dirais que c'était plus une accumulation de petites choses qui sont arrivées, là. Mais particulièrement, je me rappelle deux choses en particulier. Il y avait à un moment donné, une fois que j'étais allée prendre, nous, à un moment donné, il y avait un cours d'éducation physique, puis moi, je viens d'une région, là, je viens de la Gaspésie, la vallée de la Matapédia. Puis là-bas, on n'a pas non plus des cours très variés au niveau de l'activité physique. Puis à un moment donné, c'était une journée de printemps, on avait juste décidé, le cours c'était juste dans le fond une longue marche qu'on allait faire à l'extérieur. Puis je me rappelle, je suis revenue de la marche, j'avais des ampoules aux pieds, puis j'avais mal aux pieds. Tu sais, j'avais 15 ans, 14 ans à l'époque. Tu sais, je me disais, c'est pas normal. Là. Après ça, ils nous avaient fait visionner le documentaire Super Size Me. Je sais pas si ça dit quelque chose. Oui. Oui, dans le fond, c'est un homme qui mange du McDonald's, je me souviens bien, pendant un mois. Puis là, ça m'avait comme frappé. Puis là, je commençais à avoir de la misère à m'habiller dans les boutiques régulières. Là. Puis là, ça ne me tentait pas d'aller dans les vêtements taille plus. Fait que tu sais, c'était vraiment plus moi-même. Tu sais, je me suis pas faite intimider ou écœurer ou quoi que ce soit. C'est vraiment moi-même, mon regard envers moi-même. Puis je voulais me sentir mieux. Fait que c'est vraiment un amalgame de tout ça qui a fait que j'ai décidé tranquillement de changer mes habitudes de vie puis changer mon mode de vie. Ah, c'est vraiment cool. Tu sais, on a comme plein de points communs que je découvre. J'ai déjà habité dans la vallée de Matapédia. Là. Mes parents habitaient là quand j'étais vraiment, vraiment jeune. Je pourrais même pas dire où j'habitais, là, mais tu sais, je sais que j'ai déjà habité là. Sinon, Super Size Me, c'est un film que je connais très bien parce qu'au secondaire, pas au secondaire, ouais, c'est ça, au secondaire, on était plusieurs, puis il avait demandé à certains élèves si on voulait faire des présentations pour devant les autres classes, puis on ratait des cours pour ça. Je dirais que c'est surtout ça qui m'avait intéressé à ce moment-là. Après ça, on faisait un visionnement du film, puis on en discutait avec les gens, puis c'était vraiment frappant. Puis, je me souviens de la chanson, je me souviens du film quasi au complet, mais c'est vraiment frappant, puis c'est là que les gens se rendent compte. Surtout que où j'allais, il y avait un McDo très proche, puis les jeunes allaient manger sur leur dîner. Souvent là, il y en avait beaucoup qui n'avaient pas de lunch, etc. Fait que, tu sais, je pense que ça m'avait vraiment frappé. Fait que c'est cool de ton côté que ce soit. Ce que je trouve cool, surtout dans ce que tu dis, c'est que c'est parti de toi. Tu sais, c'est pas parti de j'ai quelque chose à prouver aux autres. C'est plus de moi envers moi-même. Puis je pense que c'est là-dessus que tu sais, autant le côté esthétique qu'on veut, autant la santé, autant la forme, ben il faut que ça parte de soi. Fait que tu sais,
c'est vraiment cool que ça ait parti de toi. Puis pas juste de prouver quelque chose à quelqu'un d'autre. Puis finalement, quand t'as plus cet intérêt-là, finalement, t'es comme, ben, pourquoi je le fais, tu sais. Tout à fait, exactement. Puis tu sais, je pense que moi, de mon côté, ça a été un changement physique, mais un gros changement mental aussi, là. Parce que moi, je dis souvent que j'ai comme deux parties de ma vie, là. J'ai la vie avant ma perte de poids, puis après la perte de poids. Mhm. C'est souvent, tu sais, l'état mental a vraiment changé. Puis tu sais, c'est à ce moment-là que moi, de mon côté, j'ai plus pris conscience à quel point je pouvais avoir je veux pas dire le mot contrôle, mais je pouvais mieux contrôler mes habitudes, puis tu Mhm. sais, gérer plus ma vie en tant que telle. Fait que tu sais, je veux pas, c'était dans un moment saillant aussi à nouveau de l'adolescence, là, mais ça tombait à point. Puis tu sais, depuis ce temps-là, évidemment, j'ai continué d'évoluer au point de vue mental, là, mais je pense que tu es déjà même au courant, toi aussi. Tu sais, quand on entend des changements d'habitude de vie, il faut qu'on change nos comportements, mais aussi notre vision, Ouais. puis aussi mentalement, il faut qu'on ait une belle évolution. C'est surtout les raisons pour lesquelles on le fait, là. Tu as dit le mot Oui. contrôle, je pense quand même que c'est un bon mot, puis je pourrais donner un parallèle à ça, ça veut dire prendre sa vie en main, là, tu sais, c'est un peu ça, Mhm. fait que d'être capable de contrôler ça, mais aussi avec la bonne intention. C'est un peu comme on le parlait un peu précédemment, tu sais, si tu fais plein de choses pour prouver des choses à d'autres personnes, mais qu'il n'y a pas une partie intrinsèque, là, tu sais, il y a toujours la motivation intrinsèque, extrinsèque que les gens parlent, là. Si ça vient juste extrinsèque, c'est pas bon. Des fois, c'est le fun. Des fois, ça te donne un peu de carburant, mais faut que tu le fasses pour toi. Puis pourquoi c'est important pour toi? Parce que si ça l'est pas pour toi, à un certain moment donné, cette motivation-là, elle va mourir. Puis tu vas être dans un creux, puis tu vas dire, ben pourquoi? Il me semble que ça fait X 2 ans que je fais ça. Fait que ça fait quand même une bonne période. Je pensais que je le faisais pour moi. Finalement, non. Fait que, tu sais, les habitudes Mhm. de vie, c'est bien de les changer, mais faut que le changement mental se fasse parce que l'objectif, autant, je pense, dans la nutrition qu'en coaching, c'est que le client change, mais change pour de bon, que ça devienne une habitude, ça devienne aussi en lien avec ses valeurs ou Mhm. intrinsèques aussi, que ça garde à long terme. Fait que tu sais, des fois, ça m'est arrivé souvent, le client dit je veux m'entraîner 5 fois par semaine, puis à 7 heures le matin. Puis là, si tu te mets à le questionner, il s'est jamais entraîné, c'est quelqu'un de pas matinal, etc. Puis après ça, tu lui dis écoute, moi, je t'explique, mais moi, je commencerai peu importe là, à 3 fois par semaine, à tel moment, puis un petit peu moins de temps. Puis là, on dirait que tu sais, il y en a qui réagissent comme ben tu, coudonc, tu me fais pas confiance. Puis c'est pas ça, c'est juste j'ai envie que tu réussisses puis dans un mois, t'ailles pas arrêter. Là. Tu sais, je veux que tu continues dans un mois plutôt Mhm. que t'arrêtes ou je veux pas non plus que tu te blesses. Fait que, tu sais, après ça, c'est vraiment de faire confiance aux professionnels. Puis j'irai là-dessus, tu sais, t'as parti ton entreprise, puis on comprend un peu pourquoi tu l'as parti. En fait, c'était de partager tes expériences, mais aussi d'aider d'autres personnes. C'est Mhm. ça? Oui, 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 oui. Ben, c'est ça qui motivait aussi mon choix mon orientation justement de carrière à ce niveau-là. Mhm. Puis, tu sais, moi, je trouvais que c'était plus dans la pratique clinique que j'allais pouvoir être plus proche de mes clients, décider aussi un peu plus de ma clientèle. Fait que c'est ça, c'est pour ça qu'il a fait que je suis pas allée travailler en milieu hospitalier, par exemple, ou ailleurs, là. Tu sais, moi, je voulais être capable de mieux gérer mon approche, mieux gérer mes services. Fait que c'est pour ça que j'étais allée vraiment, tu sais, moi, je tenais vraiment à aller plus dans la clinique privée. Puis toi, ton approche, c'est quoi exactement? Tu sais, on sait que autant au niveau de la psychologie, du coaching ou de la Mhm. nutrition, l'approche de la personne, la connexion, puis on parle pas de compétences ici, là, souvent, il y a des gens super compétents, mais l'approche, faut que ça connecte aussi, faut que ça parle au client. Mhm. Fait que toi, mettons, moi, je vais te voir, puis je te dis, Catherine, c'est quoi ton approche, toi, en nutrition? Peu importe mon objectif, comment tu me décrirais ça? Ben en fait, tu vois, j'en ai pas parlé, mais en fait, moi, mon approche est beaucoup modulée avec ma formation, parce que moi, j'ai mon bac en nutrition, mais j'ai aussi une maîtrise en kinésiologie. Ça fait en sorte que moi, mon approche cible toujours la nutrition, mais aussi l'activité physique. Donc moi, je vise à ce que justement mes clients, oui, vont évidemment enclencher des changements d'habitude de vie, vont enclencher un changement au niveau de nutrition, mais vont faire des efforts ou vont essayer d'intégrer plus l'activité physique de ce côté-là. Fait que moi, je sais que mes clients soient actifs le plus possible, ne serait-ce que juste la marche. Souvent, les gens sous-estiment, puis je leur dis, ben, au moins, marcher, c'est déjà mieux qu'être sédentaire, puis juste faire des changements nutritionnels. Puis, au point de vue de la nutrition proprement dit, moi, encore là, je dirais que j'ai une approche qui va être flexible, dans le sens que moi, je suis beaucoup à l'écoute de ce que le client veut.
Donc, moi, je ne vais pas nécessairement chercher à imposer à 100%. Moi, si la personne arrive puis elle me mentionne, bon, qu'elle voudrait essayer quelque chose ou bien elle me parle, mettons, un peu de la diète cétogène ou low carbs ou le jeûne intermittent, ben, je vais y parler des pour et des contre. Mais je ne vais pas nécessairement dire d'emblée que c'est pas bon puis que j'y déconseille ça puis qu'il est mieux d'aller vers une toute autre alimentation qui est à proprement dit là, l'inverse de ce qu'elle fait, là. Fait que, tu sais, moi, mon but, c'est que je vais l'amener la personne à essayer de faire des choix qui sont les plus optimaux pour elle. Des fois, ça peut amener l'individu à faire des expérimentations, finalement, à voir que, oups, c'était peut-être pas fait pour elle, un peu comme moi, j'y avais dit finalement au début. Fait que moi, c'est plus une approche qui est flexible. Je sais que c'est très tendance, l'alimentation intuitive. Moi, je dirais que j'y adhère pas à 100%. Moi, des fois, selon certaines personnes, ça peut arriver que je vais la guider vers une alimentation qui est plus intuitive. Mais moi, étant donné que j'ai une approche qui est très scientifique, mais moi, j'aime que les gens soient éduqués aussi à travers mes services. J'aime qu'ils apprennent c'est quoi, par exemple, c'est juste des glucides, on les retrouve dans quels aliments, les protéines, on les retrouve dans quels aliments, sans savoir ça par cœur. Moi, j'aime que les gens s'éduquent aussi pour être capables, à un moment donné, de ne plus avoir besoin de mes services. C'est d'être autonome, être par eux-mêmes, faire des choix au fur et à mesure de leur vie. Fait qu'en fait, toi, tu C'est veux ça, grosso plus... modo. Ouais, toi, en fait, tu veux plus être... de la façon que je l'entends, tu veux plus être un outil, puis c'est un peu ça, je pense, qu'on veut être, là. Être un outil pour la personne, tu sais. Je suis un outil temporaire dans ton coffre à outils qui va t'aider, puis qui est vraiment utile, là, tu sais, qui te donne plein de connaissances, plein de bons conseils. Mais à un certain moment donné, tu sais, tu vas être capable de le faire toi-même ou tu vas avoir ton propre outil que tu vas t'être forgé à ton image, là. Puis je trouve ça intéressant. En fait, toi, ton but, c'est de changer, étant donné que il y a plusieurs éléments pour la santé. Puis moi, je nomme toujours les trois mêmes, là. Souvent, il y en a qui en nomment quatre, là. Moi, je nomme nutrition, sommeil et entraînement. Personnellement, tu me diras ce que tu en penses, là. Plus je pense, plus si je les catégorise en ordre, je dirais que le sommeil, c'est plus important. La nutrition ensuite, puis l'activité physique en troisième. Puis je te dirais, avant de faire mon podcast avec Jessica Lebel, là, qui a un dada sur le sommeil, j'aurais eu tendance à dire l'entraînement en troisième, c'était sûr, mais j'étais pas sûr entre nutrition et sommeil, ce qui était le plus important. Mais je me rends compte que le sommeil, c'est ça qui démarre de tout, là, en fait. Fait que ça, qu'est-ce que t'en penses là-dessus? Ah oui, je suis totalement d'accord avec toi, là. C'est de ce côté-là. Puis en plus, moi, de mon côté, mon projet de maîtrise, il portait sur l'obésité, les camionneurs qui étaient obèses puis qui souffraient d'apnée du sommeil. Fait que j'ai fait aussi un petit peu d'études sur le sommeil de ce côté-là. Puis je te dirais, moi aussi, je suis d'accord à 100% avec ton classement. Parce que c'est le pilier. Le sommeil, c'est là qu'on récupère. C'est là que il y a une grosse partie que toutes nos hormones de la faim sont gérées durant le sommeil. Justement, je suis sûre que tu en as parlé avec Jessica. Mais c'est sûr que si on dort pas bien, si le base de notre pyramide est très défaillante, est vraiment pas solide, puis on essaie de faire des gros changements nutritionnels, puis on essaie d'intégrer l'entraînement là-dessus, il y a de forts possibles qu'à un moment donné, ça tombe puis que ça tienne pas longtemps parce que l'énergie sera pas optimale, la personne va avoir des rages alimentaires, des cravings. Fait que oui, je suis totalement d'accord avec toi. Puis moi, là, le sommeil, c'est une section très importante dans le questionnaire que je fais avec mes clients. C'est cool, ça. C'est le fun que la personne fasse comme coudonc, pourquoi j'ai autant de questions sur le sommeil? Je suis venu voir un nutritionniste là, pour une pro du sommeil. Mais en même temps, si après ça, t'es capable d'en parler avec la personne, c'est surtout de prise de conscience. T'es un peu comme la personne dit ah, j'ai lu ça, la diète cétogène ou low carb, comme tu l'expliquais. Puis après ça, toi, c'est de dire bon, qu'est-ce que t'en sais? Parfait. Je vais te dire qu'est-ce qu'il verrait dans ce que qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est pas sûr encore. Puis tu sais, après ça, moi je te dis mon jugement, toi t'es capable de faire le sien. Et après ça, on est capable de dire ok, ouais, finalement, c'est ça que je pensais, ou je vais aller de l'avant ou non. Puis c'est de regarder un peu de ce côté-là. Puis tu sais, je pense que c'est important de faire un profil complet, là, surtout avant de. Oui, ben tu sais, il y a des fois la diète, mais tu sais, par exemple, à la diète cétogène, moi j'ai quand même plusieurs individus que même si moi ce que je leur apportais, c'était pas assez pour les convaincre. Mais des fois, certaines personnes, faut qu'ils laissent. Faut vraiment qu'ils laissent pour voir que ça marche pas avec leur mode de vie, ça marche pas avec leur style de vie, soit s'ils ont des enfants, ils ont une famille. C'est des fois, faut qu'ils l'expérimentent pour voir que finalement, c'est pas une bonne idée, puis ça va pas être durable dans le temps.
Fait que des fois, je pense que ça prend une certaine expérimentation pour tirer des conclusions. Même si des fois, on a beau bien vulgariser notre savoir, puis on a beau apporter des études scientifiques, des fois, c'est sur le terrain que ça se joue. Puis ça dépend de l'expérience. Moi, j'ai vu plusieurs situations comme ça, que quand ça a été expérimenté et que finalement, ils ont dit, ah, finalement, là, tu avais vraiment raison. Tu sais, même si, bon, mon amie, elle le fait, puis elle, ça fit avec son mode de vie, moi, finalement, je gère pas bien, ça va pas bien, puis j'aime pas ça. Puis Mais c'est c'est bon. après l'avoir expérimenté. C'est ça. Non, exactement. Tu sais, je résumerais ça à des fois, faut que tu l'essayes, que tu te plantes pour finalement te rendre Mhm. compte que c'était C'est pas en plein ça. c'était pas bon pour toi ou rendu là de te dire je vais le savoir quand ça va être bon pour moi dans le sens, mettons que ton style de vie change 5 ans plus tard, puis t'es comme là, Mhm. je pense que ça fitterait. Je l'avais essayé il y a 5 ans, mais il y avait X, Y, Z qui fonctionnait pas. Mais je pense que ça vaut la peine d'essayer, puis si t'essayes pas, ben tu ne sais pas si ça va bien fonctionner. Puis tu me parlais plutôt de ton projet de maîtrise. Là, tu as fait un projet en relief avec les facteurs limitant à la perte de poids chez les hommes. C'est Mhm. quoi les éléments sur lesquels tu travailles là-dessus? Tu peux-tu en parler un peu? Qu'est-ce qui t'a motivé à choisir ce sujet-là? Oui, c'est ça. Ben, en fait, c'est durant ma maîtrise là, que moi j'ai terminé en 2018. Là. Mais c'est quand j'avais rencontré mon directeur de maîtrise, il m'avait présenté les différents projets. Puis moi, tout de suite, là, ça m'avait attiré là, le fait de travailler avec des camionneurs justement qui étaient obèses, qui avaient de la perte, tu sais, dans le fond, qui suivaient un programme de perte de poids en lien avec l'apnée du sommeil. Tu sais, le sommeil était tout le temps une thématique que je trouvais super pertinente et intéressante. Puis ça a vraiment tombé dans quelque chose que j'appréciais. Moi, je disais, ah, c'est nouveau, puis ça piquait vraiment ma curiosité. C'est pour ça que je me suis lancée dans ce projet-là tout de suite. Là. Puis as-tu des scoops pour nous autres? As-tu comme des tendances? Y a-tu des choses qui te sautent aux yeux ou qui t'ont surpris, des choses que tu as appris là-dedans? En faisant ta recherche qui n'est pas terminée, évidemment. Euh, non, c'est ça. Ben, en fait, moi, c'est sûr que mon mémoire, je l'ai fait sur ça, mais en gros, ce que j'ai ressorti de ça, c'est que de un, l'apnée du sommeil, c'est quelque chose qui est encore vraiment méconnu. Même s'il y a beaucoup de recherches Mhm. là-dessus, dans la population générale, des fois, là, les gens connaissent pas ça. Les professionnels aussi de la santé sont pas tout à fait à l'aise avec cette problématique-là. Puis, dans ce sens-là, moi, ce que j'ai vu aussi, c'est qu'au point de vue nutrition, on peut avoir un grand pouvoir. On peut vraiment être un acteur important justement chez les gens qui ont l'apnée du sommeil. Parce que chez un individu qui souffre de ce syndrome-là, lorsqu'il y a une perte de poids, ça peut vraiment améliorer sa condition de vie, ça peut vraiment améliorer la qualité de sommeil, ça va améliorer aussi son score d'apnée du sommeil. Donc, c'est tout à notre avantage, nous, les nutritionnistes, d'investiguer davantage puis de prendre conscience là, si l'individu en souffre d'apnée du sommeil, puis juste de parler aussi avec nos clients de sommeil, comment sa qualité de sommeil est. Mais c'est ça, c'est vraiment de quoi qui m'avait marqué, le fait que c'était pas connu, puis à quel point nous, on peut avoir vraiment une grosse part de pouvoir là-dedans. Mhm. Je pense Mm. que les gens devraient tous s'informer un peu plus Ben sur oui. le sommeil. Là. Moi, j'ai appris plein de choses dans le podcast avec Jessica sur la routine de sommeil. Tu sais, des choses que tu sais, mais que là, en détail, puis là, tu sais un peu c'est quoi les impacts que ça a. C'est là que tu en prends peut-être plus conscience, puis tu es là, OK, autant je me fais une routine d'entraînement, d'échauffement, je fais tout le temps ça avant de commencer telle affaire, puis blablabla. Ben, se coucher, ben, on fait comme, bon, ben, quand je suis brûlé, je vais, je viens sur mon sel ou peu importe Mm. l'heure ou des choses comme ça, peu importe le nombre de temps, mais des fois, d'avoir une routine, ça permet d'avoir un, une qualité de sommeil optimale ou tu sais d'être sur le target en fait. Puis c'est ce qui fait qu'après ça, tu commences ta journée puis t'es pas comme oh mon Dieu, ça va être difficile aujourd'hui là, quand c'est ta première pensée. Disons que c'est pas très motivant de ce côté-là. Mhm. Exactement. Puis on parlait un peu comme mise en situation tantôt. Là, si je reçois un client, des fois, il me parle de quelque chose. Des fois, je lui conseille peut-être qu'avec son rythme de vie, ça ne fit pas, etc. Puis on a effleuré la diète keto cétogène qui manque encore, même aujourd'hui, après peut-être 2, 3 ans, encore beaucoup d'informations scientifiques. Toi, ton avis sur cette diète-là, c'est quoi? Parce qu'on connaît plus ou moins on connaît peut-être plus d'infos sur les impacts à moyen terme puis à court terme, mais à long terme, on ne le sait pas encore. Là. C'est quoi ton avis là-dessus? Mettons, je suis un client Mhm. puis je fais comme hey, je veux essayer ça, mais tu sais, je connais pas trop ça. Tu peux-tu me l'expliquer?
Ben moi, je vais donner deux points de vue en tant que tel. Donc, le point de vue d'une clinicienne dans son bureau avec des clients, puis le point de vue scientifique. En fait. Le Excellent, point j'aime de ça. vue clinicienne dans son bureau, en fait, je te dirais en premier lieu que c'est une diète un peu comme un autre, qui risque un jour ou l'autre de s'effriter. Là, c'est sûr et certain qu'on est dans la phase point culminant, la diète populaire, la diète cétogène extrêmement populaire. On en entend parler partout. Il y a des produits, c'est très marketing aussi. Donc là, c'est malheureusement souvent vendu comme une diète miracle pour la perte de poids. Puis évidemment, c'est sûr et certain qu'on peut pas dire le contraire parce que ça fonctionne. Donc là, les gens sont souvent impressionnés parce qu'ils voient, ils vont voir à ce moment-là quelqu'un qui a perdu du poids, un ami, un collègue. Fait que ça va les attirer beaucoup. D'un autre sens, d'un autre côté, ce qui n'est pas mis de l'avant, c'est que ça va demander un gros changement des habitudes de vie pour les individus. Tu sais, c'est pas nécessairement juste une diète où est-ce qu'on va couper un ou deux aliments. Il faut vraiment revoir l'alimentation au complet. Donc, ça implique de changer tout son garde-manger, de changer ses habitudes. Il faut que la personne, d'un coup sec, elle arrête de manger des glucides, qu'elle mange, qu'elle cuisine autrement, qu'elle ajoute des nouvelles recettes justement à son livre de recettes. Donc, c'est très, très, très prenant comme diète. Fait que c'est sûr et certain que si l'individu désire intégrer la diète cétogène à son mode de vie, il faut qu'il s'attende à peut-être intégrer ça à long terme aussi, parce que s'il perd du poids, c'est sûr que par la suite, il va vouloir garder le poids perdu. Donc, c'est sûr qu'il y a certains réflexes, certains comportements qu'ils vont devoir garder dans le temps. C'est là ici que souvent les gens ont de la difficulté parce qu'ils vont souvent croire qu'ils vont faire la diète cétogène pendant quelques mois, puis après ça, ils vont revenir à leurs anciennes habitudes parce qu'ils vont perdre du poids. Donc, c'est ça aussi le gros point là, négatif de cette diète-là. C'est que c'est vendu comme une solution miracle. Les gens pensent qu'ils vont être capables de faire ça pendant un court moment, puis ça va passer. Puis des fois, les gens essaient trop, des fois même de faire ça comme à temps partiel. Ils intègrent des aliments keto ou des suppléments keto, puis ils pensent que ça va marcher. Bon, encore là, c'est à cause du volet marketing là, de la diète cétogène que je trouve déplorable. Le point de vue scientifique, c'est comme tu disais tantôt, là, les études encore là, c'est sûr que ça prend du temps faire des études scientifiques. À date, elles sont pas très concluantes. Ce qui en ressort, c'est que justement, c'est pas nécessairement supérieur à d'autres diètes, là. Que ce soit une diète faite en gras, entre autres, là, pour la perte de poids. Souvent, les gens vont perdre la même quantité de poids après la même durée, là, si on compare les deux diètes. Les gens, souvent, ont tendance à moins y adhérer au fil du temps. Donc, encore là, l'adhésion à la diète, c'est une autre chose super importante. Si les gens ne peuvent pas y adhérer plus qu'un an, ça donne pas grand-chose. Au point de vue sportif, c'est sûr et certain que pour les gens qui font de l'endurance, ça, c'est quand même très clair. Donc, les gens qui vont faire, par exemple, un marathon, qui vont s'entraîner, faire de la marche ou du vélo, ça, c'est très clair que ça ne fonctionne pas. Il y a une diminution de la performance, il y a des malaises digestifs, ça marche pas. À date, c'est clair au niveau de la performance que la diète cétogène, c'est pas la meilleure idée. Justement, c'est quand même connu là, que les glucides, c'est le carburant premier. Donc là, si on vient switcher puis vraiment donner juste du gras comme carburant premier, certaines personnes vont dire « Ouais, mais là, dans les études, ils n'ont pas étudié le temps d'adaptation, ça prend du temps au corps pour qu'il s'adapte au gras. » Non, il y a quand même des études qui se sont attardées là, à plus long terme pour voir s'il y avait effectivement une amélioration sur l'utilisation du gras à long terme. Puis non, ça reste encore qu'il y avait des impacts négatifs là, sur la performance. Encore là, au niveau des sports de force, puissance, il n'y a pas beaucoup d'études encore là. Ça, tout dépendamment là, de l'intensité à laquelle il est mis, ça peut être fait, mais c'est pas optimal non plus. Là. Même au point de vue de la masse musculaire, là, des fois, certaines personnes perdaient de la masse musculaire là, dans les études. C'est pas ça qu'on veut quand on fait un sport de force ou de puissance. Exactement. Puis je trouve que tu as apporté un bon point que je pense qu'on peut mettre sur beaucoup de diètes, c'est les impacts à moyen et long terme. Surtout la cétogène, là, c'est comme du rapide, c'est comme la nouvelle pilule miracle, mais c'est pas une pilule, c'est juste je mange quelque chose de vrai, puis je perds du poids, mais après ça, c'est l'effet à moyen puis à long terme qui va t'affecter parce qu'après ça, ton corps s'est habitué à ça, s'est habitué à avoir juste ça, fait qu'après ça, tu lui redonnes des glucides, ben c'est sûr qu'il risque de tout garder puis stocker parce qu'il fait comme mon Dieu c'est une denrée rare, tu sais, puis après ça peut juste, tu sais, souvent je l'explique aux gens parce que je connais des gens
qui ont pris ça, puis qui ont perdu beaucoup de poids, puis ils se sentent mieux dans leur peau. Tant mieux, je suis super content pour eux, mais je reste toujours avec le point de penses-tu faire ça à long terme? Parce que si la réponse est non, prends le temps d'y penser parce que ça va t'affecter quand tu vas décider tout finalement de dire ouais, c'est plus ça que je veux, je vais revenir, puis ça va être sûrement plus long de retrouver un genre d'équilibre avant de pouvoir continuer là, à manger. Mais oui, puis aussi, là, sans parler tu sais, du volet social, hein, c'est quand on mange cétogène, là, tu sais, le fait d'aller au restaurant, le fait d'aller dans des soupers de famille, ça devient vraiment compliqué. Là. Fait que c'est juste ça, ça a quand même un impact aussi sur le volet psychologique. Là. Faut vraiment pas oublier, ça amène un volet restrictif qui est très important de ce Puis côté-là. à ce sujet-là, évidemment, depuis peut-être, je dirais 10 ans, mais depuis surtout plus 5 ans, là, on a plus de gens qui sont végétariens, il y a aussi du véganisme aussi. Puis ça aussi, tu parlais de restaurant, fait que c'était surtout là-dessus que ça m'a fait penser, parce que oui, il y a de plus en plus d'options véganes ou d'options végétales. Toi, ton opinion aussi là-dessus, c'est quoi, là, outre le fait que ce soit accessible ou moins accessible, là, si quelqu'un t'arrive en disant je veux devenir végétarien, est-ce que tu poses la question pourquoi ou qu'est-ce que tu trouves bon, qu'est-ce que tu trouves moins bon? Moi, de mon côté, je sais que le côté véganisme, on mentionne souvent qu'il peut y avoir des carences là, au niveau nutritionnel. Puis moi, de ma connaissance, parce que je suis quelqu'un qui aime cuisiner et j'ai su que toi aussi, de ton côté, tu aimes ça cuisiner. Ben j'ai su souvent que quelqu'un qui veut adopter ce style de vie-là, à moins que tu aies des sous pour acheter des plats déjà préparés, il faut que tu aimes cuisiner. Fait que, un melting pot, ma question est pas super claire, mais ton opinion là-dessus, comment tu gères ça? Parce que tu vas avoir des clients qui désirent avoir ce mode de nutrition-là. Tout à fait. Ben, ça, c'est de plus en plus fréquent. Je te dirais que j'ai des clients qui arrivent dans mon bureau qui veulent être végétariens ou véganes. Moi, la première question que je leur pose, c'est pourquoi. Tu sais, je veux savoir, bon, est-ce que c'est parce qu'ils veulent le faire pour des raisons éthiques, écologiques, environnementales, ou peut-être c'est parce qu'ils ont vu, mettons, un documentaire comme Game Changer, là, peut-être que tu l'as déjà vu. Fait Oui. qu'il faut voir vraiment c'est quoi les raisons. Si c'est des raisons qui sont quand même profondes, puis c'est des raisons qui vont amener un réel changement du régime alimentaire. Moi, c'est ça. Moi, dans le fond, c'est quand même une diète que je vais. Surtout le végétarisme, je trouve que c'est quand même bien là, d'intégrer des protéines végétales de plus en plus à son alimentation. En fait, moi, je suis très d'accord avec cette diète-là. Puis, tu sais, même au niveau des études scientifiques, il y a beaucoup d'études qui s'accumulent et qui amènent le fait que la diète végétarienne a beaucoup d'impact positif. Par l'apport en fibres, l'apport en végétaux aussi. Fait que c'est une diète qui est très intéressante au point de vue autant santé qu'au point de vue environnemental. Je pense qu'on en parle de plus en plus. Puis c'est une bonne chose d'intégrer des protéines végétales. Mais tu sais, on n'est pas obligé nécessairement d'être végétarien à 100%. C'est juste le fait de diminuer sa consommation de viande, de manger plus souvent du tofu, du tempeh, des légumineuses. C'est déjà une très bonne chose. Moi, même si chez mes clients qui sont pas végétariens, je leur suggère de le faire d'emblée pour varier leur source de protéines. Si on va vers le véganisme, le fait d'être végétalien, en fait, comme tu as dit, il faut être conscient que ça amène des gros changements au point de vue, dans le fond, de la cuisine. Parce qu'il faut être prêt à cuisiner davantage, à planifier davantage, puis à investir davantage de temps au niveau de la préparation des aliments. Parce que, tu sais, si on prend, par exemple, juste faire cuire des légumineuses ou préparer, par exemple, d'autres sortes de repas, ça va demander plus de temps puis de planification. Puis au point de vue de certains éléments, certains nutriments encore là, il faut quand même planifier ses apports parce que si on pense entre autres à l'apport en fer, en vitamine B12, en calcium, il faut vraiment faire attention dans le fond, aux aliments puis être très éduqué au point de vue au niveau des aliments qui contiennent ces nutriments-là. Tu sais, on peut pas s'en aller à l'aveuglette puis être végétalien, entre autres, là, parce qu'on risque à long terme de peut-être avoir des carences en ces vitamines-là et minéraux-là, entre autres. Là. Cool. Je trouve que ça résume très bien ta pensée là-dessus. Puis je pense que ça reflète un peu l'opinion aussi que j'en avais. Puis j'ai lu là-dessus, avant même de lire que tu avais fait des recherches là-dessus. On parlait dans ta description de l'alimentation
méditerranéenne, si je viens. Est-ce que tu peux me dire, ça consiste en quoi? Moi, je le sais un petit peu, mais si tu peux me l'expliquer, ça me plairait bien, aussi pour nos auditeurs. Puis aussi de savoir, on sait que ça a un rôle sur la prévention des maladies cardiovasculaires. C'est quoi ce rôle-là? Mhm. Ben, en fait, la diète méditerranéenne, je te dirais que c'est la diète qui est la plus supportée par la science là, pour réduire les taux de maladies cardiovasculaires, de diabète, de cholestérol, de syndrome métabolique. Donc, c'est la diète qui est recommandée par la science en tant que telle. Puis tu sais, ça date même des années, dans le fond, des années 50. Là. Déjà en 1950, c'était l'étude des 7 pays. Ils avaient découvert que les gens qui habitaient proche de la Méditerranée avaient beaucoup moins de maladies cardiovasculaires. Donc, c'est déjà là que ça a suscité des études puis l'intérêt pour cette diète-là. En gros, la diète méditerranéenne, ben, d'emblée, on l'associe souvent à l'huile d'olive. Donc, ça, c'est de cuisiner le plus possible avec l'huile d'olive parce qu'il y a une huile qui est riche en gras monoinsaturés. C'est une diète qui contient beaucoup de grains entiers, donc miser sur le blé entier, mais aussi d'autres types de grains. Ensuite, qui intègre beaucoup de poissons, des légumineuses, beaucoup de légumes et de fruits, qui limite la consommation de viande rouge à vraiment très, tu sais, vraiment une fois par semaine ou moins. Puis qui met aussi l'emphase sur les noix et les graines, entre autres. Fait que c'est une alimentation qui est vraiment très végétale, qui limite les sources animales en termes de viande puis en termes de produits laitiers. Puis au niveau des bienfaits, les maladies cardiovasculaires, ça diminue, à quel pourcentage ça diminue, puis c'est quoi les autres bons effets qui démarquent l'alimentation méditerranéenne des autres? Ben, c'est vraiment l'apport en fibres en tant que tel. Je peux pas te sortir d'emblée, là, j'ai pas avec moi les statistiques à 100% là, Précis. de la diète. Grosso modo. Mais tu sais, c'est grosso modo, c'est sûr que ça diminue les risques. Puis, tu sais, pourquoi le mécanisme derrière ça, en fait, c'est à cause de l'apport en gras monoinsaturés qui provient de l'huile d'olive, mais aussi des poissons. C'est également dû à l'apport élevé en fibres, parce que le fait de consommer beaucoup de grains entiers, beaucoup de légumes et de fruits, légumineuses, noix et graines, donc c'est une alimentation qui est très riche en fibres. Puis, dans le fond, les fibres ont un impact extrêmement positif au point de vue de la gestion du cholestérol, la tension artérielle, puis de la glycémie aussi. Donc, c'est un amalgame de ça, de l'apport en gras monoinsaturés, puis aussi le fait que les gens, vu qu'ils consomment moins de gras, moins dans le fond de produits animaux, vont consommer moins de gras saturés et idéalement pas de gras trans. Donc, c'est un amalgame de tout ça, puis en plus avec un petit peu d'activité physique. C'est pas mal le combo idéal là, pour diminuer les risques de maladies cardiovasculaires. C'est cool. Puis toi, est-ce que outre les clients qui viennent avec des maladies cardiovasculaires puis sont comme écoute, je veux changer, je sais pas trop, puis toi, tu as l'éventail de connaissances. Est-ce qu'il y en a qui ça arrive dans ton bureau en disant parce que c'est connu, mais c'est un peu méconnu là, ce nom-là, l'alimentation méditerranéenne. Est-ce qu'il y en a qui arrivent dans ton bureau en disant c'est ce que je veux d'emblée? Parce que on dirait que moi, à part l'avoir lu, je sais jamais personne qui m'en a parlé, dire ah ouais, moi c'est ça mon style d'alimentation. Oui, moi je te dirais que quand même, j'ai beaucoup de gens qui ont déjà intégré les concepts par eux-mêmes. Ils font déjà cette diète-là un peu. Ils intègrent plus d'huile d'olive, ils intègrent plus de produits qui sont moins riches en viande, plus de légumineuses. Fait que oui, moi j'en ai déjà certaines personnes qui intègrent les concepts. Certains individus, c'est plus rare, mais veulent intégrer strictement les concepts de la diète méditerranéenne. Mais moi, je te dirais que je l'inclus dans mon approche. Tu sais, je l'ajoute, j'intègre là, les légumineuses, je leur dis de cuisiner plus à l'huile d'olive. Donc, veux pas, sans être à proprement dit la diète méditerranéenne, j'intègre les concepts dans mes recommandations. Fait que toi, ça serait toi, est-ce que tu as un type d'alimentation qui s'appelle le 4 lepage? Tu sais, tu commences comme un mix parce que je Ouais. pense qu'il y a un peu toutes les nutritionnistes, parce que j'en connais plusieurs. Puis je pense qu'il y a un peu toutes les nutritionnistes sont, oui, il y a des visions, mais quelqu'un peut-être qui ont, je sais pas si ça se fait, mais quelqu'un qui a un peu carte blanche, mettons, là, sur la personne, puis la Mhm. personne veut changer. Ben, toi, tu le mentionnais un peu, là, tu sais, toi, c'est vraiment un peu méditerranéen, mais aussi d'intégrer plus de légumes. Tu sais, en fait, Mhm. c'est un peu plus de varié, là, en fait.
Oui, la variété, oui, selon les goûts de la personne, évidemment, parce que c'est tout le temps important de tenir compte des goûts et des Mhm. aversions de l'individu. Là, si quelqu'un déteste le poisson, ben, ça va être dur à 100% d'y faire de la diète méditerranéenne. Là. Mais moi, mon alimentation que je préconise en tant que telle, c'est un mix de alimentation méditerranéenne, alimentation végétarienne, puis aussi un mix d'une alimentation qui est moyennement élevée en protéines selon les buts de l'individu. Là, moi, c'est sûr que habituellement, je suggère des apports en protéines un petit peu plus élevés que les recommandations. Parce que, tu sais, à date, je pense que les protéines, on va en parler, on en parle déjà beaucoup, mais je pense qu'on va en parler encore plus dans les prochaines années. Parce que surtout chez les gens qui pratiquent une activité physique, le fait de surveiller l'apport en protéines, c'est quand même assez important. Fait que moi, d'emblée, j'apprécie que mes clients portent attention à leur rapport en protéines et l'augmentent si besoin. Fait que c'est un mix un peu de tout ça, je te dirais. Là. Parfait. Puis à ce Mm. sujet-là, j'avais une sous-question. Souvent, les gens qui s'entraînent justement au niveau musculaire pour la reconstruction des muscles vont consommer quand même beaucoup de protéines. Il y a beau aussi, ça fait jadis, là, ça fait assez longtemps, les gens qui font des diètes high protein. Mhm. Euh, tu sais, de où ça part ça? Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est pas bon là-dedans? Puis je veux dire, surtout côté végétarien ou véganisme, là, souvent les protéines sont pas difficiles à aller chercher. Mais il faut quand même que tu manges une bonne quantité si on veut. Là, ça dépend des aliments, là, parce qu'il y en a qui sont très protéinés. Mais de où ça part cette vision-là? Puis est-ce que c'est quelque chose de bon, étant donné qu'on sait que les protéines, ça coupe la faim. Fait qu'au final, ben, si t'as pas faim, ben, tu manges pas. Si tu manges pas, t'as pas de calories. Ou tu manges pas trop de calories, mais en même temps, est-ce que tu es assez bien nourri? Tu sais, il y a tout un peu ce questionnement-là. Mhm. Ben, en fait, les diètes protéinées, c'était quasiment, on peut quasiment les appeler comme des jeûnes protéinés. Là. Ça, Mhm. c'est populaire, je dirais peut-être depuis les 30 dernières années. Tu sais, Ouais. il y a plusieurs, sans nommer de compagnies ou quoi que ce soit, là, mais ça existait beaucoup là, durant. C'était populaire. Là, je trouve que c'est un petit peu moins populaire durant les diètes strictement protéinées. Là. C'est peut-être un petit peu moins populaire les dernières années, là, mais oui, c'était des diètes où est-ce qu'ils préconisaient de prendre soit des protéines en poudre ou au niveau ou juste des protéines alimentaires là, via juste la viande ou du poisson pratiquement pas de glucides, pratiquement pas de gras. Bien, évidemment, comme tu l'as dit, le rôle premier des protéines, c'est oui, la construction, c'est le maintien et construction de la masse musculaire, mais ça a un impact très important sur la faim de la satiété. Donc là, ça a un impact au niveau de la satiété. Dans le fond, les gens ont moins faim, ça coupe la faim. Donc, par conséquent, les gens mangent pas ou ont moins faim, donc ils vont moins consommer de calories. Donc, évidemment, ils vont perdre du poids très rapide. Souvent, au début, c'est une grosse perte de poids à cause qu'ils perdent beaucoup d'eau au début, là, vu qu'ils coupent les glucides. Mhm. Il y a souvent des grosses pertes de poids reliées à ces types de diètes-là. Après ça, là, le gros défi, c'est de le maintenir. Parce que c'est sûr et certain que les gens peuvent pas maintenir ça longtemps, là, juste des jeûnes protéinés, je l'appelle comme ça, là. Un jeûne protéiné, tenir ça pendant 2 mois, c'est quasiment impossible. Là, on se met à risque de carence en vitamines minéraux parce qu'évidemment, on mange pas de fibres, on mange pas de grains entiers, pas de légumineuses, pas rien. Donc, c'est sûr que ça, c'est un extrême. C'est ça, c'est une diète extrême. Je pense que les diètes qui sont extrêmes comme ça, c'est pas nécessairement l'idéal. Je pense que toi aussi, tu es d'accord avec ça. Là. Mhm. Mais d'un autre côté, le fait de consommer un petit peu plus de protéines, c'est de miser un peu là, sur l'apport en protéines au déjeuner, faire des efforts pour consommer plus des aliments protéinés au quotidien, c'est vraiment pas une mauvaise chose. Là. Justement, les recommandations qu'il y avait, ils vont sûrement appeler à être révisées là, parce que l'avantage justement des protéines, c'est de gérer la faim. Donc, des fois, pour les gens qui veulent gérer leur poids ou mettons, moins grignoter, c'est sûr que les protéines, c'est vraiment un atout très intéressant au niveau de l'alimentation. Là. Moi, c'est mon nutriment préféré, je dirais, là, les protéines. Là. En Mais sans aller effet, dans l'excès, parce qu'encore là, c'est un nutriment qui oui, va donner de l'énergie, mais c'est pas son rôle premier. mhm. Fait qu'il faut pas que l'alimentation soit constituée à 100% de protéines. C'est ça, c'est pas rare que des fois j'ai des jeunes qui veulent prendre de la masse musculaire puis ils vont rien que manger de la protéine. Puis ils font pas attention aux autres nutriments. Donc là, s'ils mangent trop de protéines, ils ont moins faim, ils ont de la misère à consommer d'autres nutriments. Fait que là, des fois, ils perdent du poids. Fait que c'est pas non plus le nutriment à mettre à 100% d'emblée là, dans son alimentation. Oui, c'est important, mais c'est une question d'équilibre encore là. Mhm. Tu l'as mentionné, j'allais le dire, l'équilibre, c'est Mm. ce qui est le plus important.
Oui. pour surtout atteindre ses objectifs, parce que quand on a un déséquilibre, ben, ça fonctionne pas. Puis, tu sais, je suis totalement d'accord avec toi, là, tu sais, de juste se concentrer là-dessus, c'est pas bien. Puis surtout les diètes extrêmes, je pense pas que c'est bon. D'un certain sens, j'aurais tendance à dire, à part pour quelqu'un, exemple, un boxeur, qu'il faut qu'il atteigne une limite de poids, Mhm. puis rendu là, l'objectif, c'est d'atteindre la limite peut-être, rendu là, même si côté santé, ça sera pas l'idéal, là, mais ça pourrait être des, des solutions qui pourraient être mises à l'avant. Ce que je trouve Mhm. plate, moi, de ce côté-là, c'est que ces diètes extrêmes-là, le mot le dit, sont extrêmes, puis on les promouvoit encore parce que tout le monde cherche les résultats miracles, tout le monde cherche résultats rapides, puis Mhm. c'est pas comme ça que ça fonctionne la vie, là, c'est d'être constant, puis de pas lâcher, puis oui, il va y avoir des hauts, des bas, autant en nutrition qu'en entraînement, autant dans toutes les sphères de la vie de quelqu'un, mais tu sais, l'important c'est d'être capable de tenir là-dessus. Puis j'avais une question pour toi qui m'est venue, que je n'ai pas pensé en préparant mes questions. Les suppléments, toi, qu'est-ce que tu en penses? Puis là, on peut parler de protéines, mais on peut parler de BCA, on Mhm. peut parler de pré-workout, on peut parler de suppléments juste simples, de zinc, de fer, etc. Toi, ton opinion là-dessus, est-ce que les gens en ont besoin? Évidemment, mettons qu'on exclut, il y a une carence de fer, évidemment, puis ton médecin t'a prescrit ça. Mhm. Euh, Toi, qu'est-ce que tu en penses au niveau sportif ou au niveau juste de la vie quotidienne? Ben, moi, je vais juste apporter également un point à la précédente question, mais qui Vas-y. va se complémenter à celle-ci. Faut Excellent. pas oublier que l'industrie de la perte de poids, puis l'industrie des suppléments, c'est deux industries qui sont très lucratives. Mhm. Donc, ça apporte beaucoup, beaucoup d'argent à ces individus-là, les gens qui vont promouvoir ces diètes-là, des produits ou même des suppléments. Leur objectif en premier lieu, c'est de faire de l'argent. Mhm. C'est pas notre santé. Donc, pour ce qui est des suppléments, proprement dit, la grande majorité des gens n'en ont pas besoin. Tu sais, avant toute chose, avant d'aller même évaluer la prise d'un supplément, d'aller considérer la prise d'un pré-workout, des BCA, de la poudre de protéines, avant tout, c'est important d'optimiser l'alimentation de la personne parce que si on vient ajouter un supplément comme une béquille pour pallier au fait que l'alimentation est déficiente, ça marche pas, ça coûte trop cher pour rien en Mhm. plus. Là. Fait que l'individu est mieux d'améliorer son alimentation, de prendre 3 repas par jour, des collations, d'optimiser son sommeil avant d'intégrer un supplément. Ben, le mot le dit, c'est un supplément. Puis des fois, comme j'ai dit, dans la majeure partie, c'est même pas nécessaire. Tu sais, des fois, il y a des athlètes là, qui en prennent même pas de supplément puis ils vont autant bien performer. Là. C'est qu'il y a un aura aussi derrière les suppléments. Tu sais, souvent, ils vont mettre des images de personnes qui sont hyper en forme, qui sont super cotes. Puis tu sais, ça donne l'idée que si on consomme ces produits-là, on va devenir comme l'individu qui est sur l'étiquette, par exemple. Là. Fait que c'est vraiment une question de marketing, une question d'argent aussi derrière toute cette industrie-là des suppléments. Puis le Parce qu'au marque. niveau de la science, c'est vraiment une petite partie des suppléments qui sont solidement prouvés par la science. Là. Il y a une grosse partie des suppléments qu'on trouve dans les magasins qui ne sont pas backés par beaucoup d'études solides. Là. Mhm. Puis à ce sujet-là, je sais qu'il y a je me souviens plus, pas un centre d'approbation, là. Je pense qu'il est situé en Nouvelle-Zélande. Je me souviens plus, mais en tout cas, je sais qu'il y a un endroit qui approuve que c'est approuvé, que, tu sais, parce que, tu sais, sur les suppléments, il y a plein de noms, de plein de lettres qui valent beaucoup de points au Mhm. Scrabble, mais que, tu sais, on sait pas trop c'est quoi exactement. Mais je sais que, je sais pas si tu le sais, mais il y a une place en Nouvelle-Zélande où je sais qu'il y a des centres, justement, qui regardent, qui approuvent, qui font Mhm. des piges, par exemple, dans tu sais, ils envoient des packs, puis là, ils vont dire, ben, je te prends cette peau-là, cette peau-là, cette peau-là, puis là, ils les testent pour voir s'il n'y a pas Ouais. de mauvais éléments. Là. Oui, ben en fait, c'est des certifications pour s'assurer que les suppléments sont sécuritaires, qu'il n'y a pas de traces de contaminants, parce qu'on sait que les suppléments peuvent être contaminés par des stéroïdes ou des substances qui sont non désirées. Donc, si jamais par exemple, on a un athlète qui a été testé pour son sport, c'est sûr que c'est vraiment avec parcimonie qu'il faut aller vers les suppléments, puis il faut se diriger vers justement des suppléments qui ont ces certifications-là. Celui-là que tu as nommé, il y a la NSF, National Certification for Sport. Il y a la GMP.
c'est les lettres GMP, puis il y a Certified Choice, c'est un crochet vert. OK. Mais la NSF, ce que je trouve intéressant, s'il y a des auditeurs qui sont intéressés à le faire, c'est possible de télécharger une application mobile de NSF, puis on peut scanner le code barre des suppléments, on peut rechercher les marques, puis vraiment voir si on a la certification. Fait que c'est vraiment bien. Fait que, si Ça, on c'est veut vraiment cool. être sûr qu'on consomme quelque chose de sécuritaire, là, on va vers ces marques-là. C'est sûr que l'idéal, je dirais, là, si on a affaire à, mettons, un sportif qui a été testé ou qu'on veut vraiment pas être à risque d'être contaminé, on est mieux de pas en consommer, tout simplement. Mhm. Évidemment. Puis sur le point précédemment que tu mentionnais là, de marketing, tout ça, ça me faisait penser au film Game Changer qu'on a mentionné plus tôt, que j'ai écouté aussi. Puis tu sais, j'avais aussi écouté précédemment Food Choice, ce qui a fait que je dirais que j'ai plus une alimentation flexitarienne, là, fait que c'est majoritairement végétarienne. Je consomme un petit peu de poisson. Je te dirais ça a eu des bons effets, puis c'est surtout parce que moi je voulais continuer à garder ça dans ma vie. Puis j'ai écouté, bref, le film Game Changer. Puis autant dans le film, il mentionne, pour ceux qui l'ont pas écouté, il mentionne le marketing, tu sais, dans le temps, la viande, tu sais, c'était des hommes musclés, puis c'est bon, etc., tout ça. Autant, je trouve que le film aussi, c'est un peu un marketing pour le véganisme en tant que tel, parce que ça bourre d'informations. Évidemment, ce que moi j'aime de ça, c'est que ceux qui étaient contre totalement, ben là, ça donne des débuts d'argumentation ou de points de réflexion. Mais dans un certain sens, il y a des choses là-dedans que je suis comme... Tu sais, c'est un peu trop... tu sais, en 5 minutes, là, tu peux pas, genre... Ça prouve pas tout, là, tu sais, c'est des mini-recherches sur un échantillon de 3 personnes. En tout cas, tu sais quel bout, je pense, je veux parler, là. Les 3 athlètes qui mangent des burritos, là, un à la viande, l'autre Ouf. à je me souviens plus trop quoi, puis l'autre aux fèves noires. Puis là, le lendemain, les trois, ils mangent, puis là, ils montent au niveau du plasma, ou je me souviens plus trop quoi. Puis là, j'étais comme, hey, c'est vraiment impressionnant. Puis là, tu te dis, oh mon Dieu, ça fonctionne, mais c'est un peu l'effet magique, là, du jour au lendemain, etc. Fait que je trouve ça intéressant. Je trouve juste que tu sais, il manque de... Ils choisissent un peu le message qu'ils veulent envoyer, puis tu sais, la nutrition, Mhm. l'entraînement, c'est ça, c'est marketing. Tu sais, les gens sont comme, je Mhm. veux changer, mais je veux changer vite, puis je pense que c'est un peu l'important, tu me diras ce que tu en penses, c'est de changer, se poser des questions de pourquoi tu le fais, puis aussi de le faire pour que ça reste à long terme. Oui, ben oui, ça c'est sûr à 100%. Puis, tu sais, ce qu'il faut faire attention avec ce que tu disais aussi dans Game Changer, là, c'est que souvent, eux, les personnes qui ont produit justement ce documentaire-là, je mets des guillemets, là, ce documentaire-là, ils ont fait beaucoup là, de cherry picking, que ça s'appelle. Dans le fond, c'est que, veut pas, ils voulaient promouvoir leur point de vue. Donc, ils ont malheureusement sélectionné certaines études qui allaient dans le sens de leur point de vue pour prouver justement ce qu'ils voulaient promouvoir, là, donc le véganisme. Fait que c'est ça qui est très malheureux. Puis, tu sais, pour la population générale, c'est quand même difficile de savoir si c'est vrai ou non. Là. Tu sais, quand on est scientifique, on est capable là, de dire ouais, ça n'a pas d'allure, ça marche pas ou ça fait pas de sens. Mais tu sais, justement, dans un documentaire comme ça, le fait qu'ils montrent des images, justement, des capsules, justement, de plasma, ben ça choque. Puis c'est ça que les gens, des fois, ils vont beaucoup plus être convaincus par des images comme ça que par un scientifique qui dit des résultats d'études, là, qui va être peut-être un peu moins concret. Fait que, oui, ça pour revenir à ta question, excuse-moi, là, mais oui, je suis d'accord sur ce que tu disais, qu'il faut faire des changements, mais que ça soit durable. Mhm. Exactement. Mm, Puis, mm, mm, ce que j'aime, par exemple, je dis pas aux entreprises d'arrêter de produire ça parce que je pense que ça a des effets. Là. J'ai un couple d'amis qui, justement, dernièrement l'ont écouté, puis ils mhm. m'en ont parlé, puis ils savent un peu, tu sais, moi, ce que je cuisine, etc., tout ça. Puis ils ont fait, ah ouais, puis genre, ça fait longtemps qu'on en parle. Puis là, tout d'un coup, ils ont écouté ça, puis ils ont dit, on aimerait peut-être ça diminuer plus. Fait que des Mhm. fois, je me dis, bon, ben, même si, tu sais, l'important, c'est d'être éduqué là-dessus. Je pense peut-être capable de faire la part du bon et du mauvais là-dessus, c'est tout. Mais tu sais, je pense que ça peut juste être intéressant parce que des fois, tu parles, puis la personne n'est pas convaincue, puis le déclic là, dans la tête de quelqu'un, là, tu sais pas d'où il vient. Des fois, ça peut être une phrase, d'un moment, tu sais, on parlait de Mhm. ton histoire personnelle plus tôt, là, tu sais, des fois, ça va être
on le sait pas c'est quoi la recette, tu décliques la clé dans la porte là, qui permet de débarrer la porte, puis pourtant tu sais qu'il faut que tu ailles l'autre bord, mais là, qu'est-ce qui va faire que tu vas aller de l'autre côté? Fait que, je pense qu'on a la même opinion là-dessus. J'avais quelques petites chroniques mythes là, sur les sujets professionnels. Il y a beaucoup de mythes, il y a beaucoup de choses que les gens entendent, puis on ne sait pas si c'est vrai, si c'est pas vrai. J'en ai sélectionné quelques-uns pour toi, puis j'aimerais ça que tu m'en parles. L'un que les gens parlent le plus, et j'en parlais avec quelqu'un hier, puis ouais, j'ai décidé de couper les 3 P, là, je me remets en forme, tout ça, tu sais, je sais que j'avais perdu du poids en coupant pain, patate, pâte, puis là, mon mythe, c'est les 3 P, les pains, patates, pâtes sont mauvais si l'on veut perdre du poids. Ah, ben la réponse, je vais te le donner avec assurance, c'est que c'est faux. Hein? Ça, là, c'est quand même un mythe qui vient puis qui part. Hein? Tu sais, Puis qui c'était perdure. populaire, ouais, mais qui continue dans le temps. Tu sais, je pense que si on recule, je pense que c'était plus dans les années 80 avec Montignac Mhm, que c'était mhm. populaire. Puis là, à un moment donné, oups, c'était perdu dans l'oubli. Puis là, oups, c'était revenu avec la diète cétogène. Fait que, tu sais, je sais pas à un moment donné quand est-ce qu'il va disparaître ce mythe-là, là, mais c'est vraiment un mythe, on va dire, qu'il y a la quinzue. Mais tu sais, c'est faux dans le sens que c'est pas justement là, l'apport, le fait de manger du pain ou des patates ou du riz, parce que c'est un autre P là que c'est, sauf qu'il commence par R, là, qui va faire en sorte que qu'on va perdre du poids. Tu sais, c'est plus le fait qu'on coupe un apport en nutriments, donc on réduit notre apport en glucides provenant des 3 P, qui va faire qu'on va perdre du poids. Donc, c'est vraiment à cause du changement de la quantité d'aliments dans la journée, donc du changement de calories qui va faire qu'on va perdre du poids. Là, c'est parce que c'est des aliments ciblés, mais c'est vraiment à cause de ça. Tu sais, souvent, on va cibler les 3 P, puis aussi, c'est souvent le pain qui est pointé du doigt. Tu sais, le pain, je sais pas pourquoi, là, pour certaines personnes, c'est le démon, là, puis malheureusement, c'est quand même un aliment qui peut être vraiment bon pour la santé, surtout quand il est à base de farine entière. Là. Il y a quand même beaucoup de fibres, beaucoup de vitamines, du groupe B, entre autres, puis du magnésium. Là. Tu sais, au niveau du pain, tu sais, c'est souvent malheureux parce que des fois, il est pris au mauvais endroit, au mauvais moment. Tu sais, des fois, quand on attend au restaurant, on a une petite corbeille de pain, on grignote le pain en attendant. Des fois, en mangeant des pâtes, on va manger du pain en plus. Tu sais, c'est souvent, il n'est pas pris au bon moment, puis des fois, si c'est du pain baguette, par exemple, ou d'autres pains qui se grignotent mieux, ben des fois, les quantités, on n'y porte pas attention, puis on peut en manger beaucoup en peu de temps. Puis autre chose, des fois, il faut faire attention aux garnitures qu'on a sur nos fameux P. Fait que, tu sais, le pain, des fois, on met du beurre d'arachide, entre autres, ça me vient à l'idée, mais c'est pas une petite couche, là, c'est un pouce d'épais. Fait que, tu sais, ça va être plus le beurre d'arachide qui va être problématique que le pain lui-même. Fait que c'est sûr qu'en contrepartie, oui, le fait de couper les 3 P peut être bénéfique pour la perte de poids, mais c'est vraiment, vraiment pas la seule solution. Là. Comme j'ai dit, c'est le déficit calorique qui fait en sorte qu'on va perdre du poids. Mais le fait de couper, par exemple, des produits céréaliers qui sont raffinés comme du pain blanc ou des pâtes blanches, puis d'aller vers des choses qui sont plus à grains entiers, puis des produits qui sont à grains entiers, excuse-moi, puis de gérer la quantité, mais c'est pas une mauvaise idée. Mais encore là, on voit que globalement, c'est un mythe dans son ensemble. Exactement, ta réponse Mm-hmm. est très complète à ce sujet-là. Puis c'est vraiment quelque chose, à chaque fois les gens m'en parlent, puis je suis comme parfait, puis je questionnais la dite personne, je fais comme parfait, ouais, j'avais coupé ça, je fais comme parfait, c'est où que tu en as entendu parler? Ben puis là, la personne, c'était plus comme les gens m'en ont parlé, ben, Ouais. ou, tu sais, c'est écrit dans le ciel, tu sais, que c'est ça qu'il faut faire. Fait que je suis comme, c'est là à quel point ce mythe-là est encore là. Hey. Puis Ouais. je pensais justement à notre, à, no- à notre entrevue, à notre podcast, puis j'ai fait, c'est sûr qu'il faut que j'en mette ça. Puis j'avais un sous-point sur ce que tu disais. C'est surtout au niveau des glucides, c'est toujours un déficit calorique, mais quand tu parlais du beurre d'arachide, par exemple, j'avais déjà vu une image passer sur Instagram, à quel point c'est frappant. Puis là, il disait, mettons, une toast avec une cuillère à thé de beurre d'arachide ou peu importe là, ou une cuillère à soupe de beurre d'arachide. Bref, il y a une différence entre les deux, juste un peu plus. Puis le nombre de calories est double quasiment. Puis après ça, les gens vont peut-être faire « Ah, c'est le pain », tu sais, tout ça. Mais évidemment, c'est sûr que si tu manges 2 toasts avec autant de beurre d'arachide, là, c'est sûr que ça va être calorique. Tu sais, des fois, c'est juste la quantité que tu mets de choses dans ton assiette. C'est vraiment ça qui fait une différence. Il faut garder ça parce que il y en a qui disent « Ah, ben, je mange juste une toast », mais tu manges
Sapré-toast, là, tu sais, tu sais, la toast est plus haute que le pain, là, tu sais, ça va pas mal C'est de ça. ce côté-là. Exactement. Ben oui, ça c'est vrai, là. Puis, tu sais, aussi, des fois, moi, ce que je trouve déplorable aussi, c'est quand c'est des sportifs qui arrivent puis ils me disent, ah, ben j'ai tout coupé les pets parce que je voulais perdre du poids, mais je suis comme, ah, non, ça, c'est vraiment pas une bonne idée, là. Tu sais, souvent, ils voient leur performance diminuer, puis, tu sais, c'est vraiment pas une bonne idée. Puis, c'est de plus en plus, là, c'est fréquent, là, que les sportifs coupent d'un coup sec toutes les pets, puis là, ils ont plus d'énergie au gym ou bien sur le terrain, ben, ils se demandent pas pourquoi, là, malheureusement. Il y a les fibres, puis il y a les glucides aussi là-dedans. Ben Puis oui, c'est ça, on là. dirait que c'est le genre de Mm. situation où quand quelqu'un t'amène l'un des mythes les plus fréquents dans ton domaine, on dirait que je suis comme, bon, assis-toi, ferme la porte. On doit se parler, tu sais, je veux qu'on travaille sur le même terrain, là, tu sais, parce que si toi, il y a encore 6 mythes qui restent dans ta tête, ben, j'aurais pas t'expliquer des choses, tu vas dire, ouais, mais ça, ouais, mais ça, ouais, mais ça. Et, tu sais, c'est pour ça que l'important de défaire les mythes et aussi autant les mythes se propagent, je pense que démystifier les mythes doivent propager aussi. Fait que, tu sais, si les gens, vous en entendez parler, ben, tu sais, référer à un nutritionniste, référer à Madame Lepage, référer au Mhm. podcast, parlez-en, là, tu sais, c'est ça qui est surtout important. Deuxième mythe, pour avoir un bon apport en calcium, le lait est le seul et le meilleur aliment à consommer. Mhm. Encore là, c'est faux. À date, on a deux faux. Yes. Ben non, c'est pas le lait, là, je sais que c'est bien ancré dans la culture québécoise, là, mais le lait de vache, c'est pas la seule source de calcium, là. Tu sais, on peut prendre, tu sais, on a du calcium qui va être présent. Là, on a tellement de boissons végétales sur le marché. Tu sais, on a la boisson de soya, on a la boisson d'amande. Bon, boisson d'amande, si je peux ouvrir une parenthèse, c'est peut-être pas le meilleur choix, là, parce qu'au point de vue environnemental, ça demande beaucoup d'eau pour produire Mhm, les amandes, là. mhm, Ferme la parenthèse. On a sinon les boissons noix de cajou, noix de macadam. Puis, tu sais, l'avantage aussi, c'est que là, au début, là, dans le fond, quand on commençait à commercialiser ces breuvages-là, ils n'étaient pas enrichis en calcium d'emblée, mais là, ils sont pas mal tous. Fait que là, à ce moment-là, on peut se tourner là, vers ces boissons végétales, puis aucun problème. Après ça, c'est sûr qu'au niveau des aliments, ben, il y a évidemment, oui, si on reste dans les produits laitiers, le yogourt puis le fromage qui sont des sources de calcium, mais il y en a également dans le tofu, quand même une grosse quantité. Il y en a également dans les amandes, puis tout ce qui est des choux. C'est sûr et certain que le lait, le calcium qui est consommé dans le lait est un petit peu mieux absorbé. Mais si on est quelqu'un qui fait juste boire du lait puis on mange pas de choux, pas d'amandes, pas de tofu, ben là, on a un apport très limité. Tandis que si on prend, par exemple, un végétarien ou un végétalien qui mange une foule d'aliments riches en calcium, ben, il va avoir beaucoup plus de calcium dans son alimentation. Donc, c'est préférable d'avoir plus d'apport au point de vue végétal que juste, mettons, se concentrer sur le lait. Fait que moi, je dis toujours à mes clients, c'est une question de choix. Moi, jamais que je vais obliger quelqu'un à boire du lait, là, puis malheureusement, on a encore ça qui c'est comme une tâche là, sur nous, les nutritionnistes. Des fois, mhm. on nous associe au lait et aux produits laitiers. Là, je trouve ça dommage. Là. Fait que moi, je laisse vraiment le choix aux individus de prendre du lait ou non. Mais c'est sûr qu'il faut faire attention à l'apport en calcium, mais le lait, c'est vraiment une option parmi tant d'autres. Exactement. Puis, tu Mm. sais, il y a encore un peu de marketing, surtout au Mhm. Québec, là, jamais sans ton lait, un verre de lait c'est bien, mais deux c'est mieux, etc. Puis, c'est ça, les gens, c'est, bon, ben, pour avoir des os forts, ben, il faut consommer du calcium. Oui, mais c'est pas juste le lait, il y a d'autres Et aliments, non. puis t'en as nommé sûrement que les gens connaissaient pas. Fait que, tu sais, c'est super important de varier, parce que je pense que c'est le mot qui revient le plus souvent, là, c'est de varier l'apport, parce que Mhm. tu sais, dépendant de l'endroit où t'es, là, tu sais, il n'y a pas toujours les mêmes aliments à portée de main, puis aussi son corps, ça lui permet d'absorber de différents aliments et de pas juste absorber beaucoup d'un aliment, puis qu'il en consomme pas beaucoup d'autres, là. Fait que je pense que c'est vraiment important de varier, puis c'est un peu le message que j'entends à travers les différentes questions qu'on se pose, là. Mhm. Tout à fait. Le vin rouge est bon pour le cœur. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Ben, oui, c'est vrai, mais encore là, il y a des grosses nuances à apporter. Mhm, Parce que dans les études, ce qui est rapporté, c'est la une consommation de vin. Tu sais, quand je dis une consommation, là, c'est un verre de 150 millilitres. Là. OK? C'est vraiment 50, c'est vraiment une petite coupe de vin. Donc, c'est une consommation de vin avec un repas. Donc, oui, à cause des antioxydants que le vin contient, euh,
on pourrait avoir dans le fond un effet préventif au niveau des maladies cardiovasculaires. Par contre, ce qui arrive, c'est que c'est rare que les gens consomment juste un verre de vin au repas. Surtout la quantité que tu as mentionnée. C'est ça. Fait que souvent, la coupe, c'est comme le double de cette coupe-là. C'est pas le triple. C'est souvent pas un seul verre de vin, mais plus. Pas juste avec un repas, en dehors des repas. Fait qu'au contraire, tu sais, c'est pas nécessairement une recommandation, moi, que je vais faire au point de vue nutritionnel. Parce que souvent, les gens consomment des plus grandes quantités. Puis on sait qu'une trop grande quantité d'alcool, ben, ça peut être néfaste au point de vue des triglycérides sanguins. Ça peut aussi augmenter la tension artérielle. Puis ça peut aussi favoriser la prise de poids. Donc, moi, au contraire, c'est sûr que si quelqu'un aime vraiment ça puis qui est capable de s'en tenir à un verre de vin à un repas, par exemple au souper, je dirais, OK, on conserve cette habitude-là. Sinon, au contraire, moi, je vais plus promouvoir le fait de diminuer la consommation d'alcool. Puis, on en s'entend que c'est juste le vin rouge. Hein? C'est pas le vin, des fois, le plus consommé. Là. Au contraire, si quelqu'un, par exemple, ne boit pas d'alcool, puis là, il est tenté de commencer d'en boire à cause que ça aurait des impacts bénéfiques, au point de vue cardiovasculaire, ben là, il est mieux de pas continuer, de pas consommer d'alcool tout court. C'est encore un meilleur choix. Mm-hmm. En effet. Puis j'aime que tu apportes la nuance parce que c'est un mythe ou en tout cas c'est une phrase qui est mentionnée souvent. Mais tu sais, évidemment, dans tellement une situation précise, avec tant de quantité, etc., que je trouve ça bien que tu apportes les nuances de ce côté-là. Quatrième de 5, les sushis sont un repas santé. Parce que tu sais, il y a des légumes, il y a du poisson, là, c'est un peu méditerranéen, cette affaire-là. Moi, je te dirais que c'est pas mal. C'est un choix qui peut être, mettons, bon, plus intéressant qu'un Big Mac, là, si on est mal pris. Mais bon, je te dirais que c'est pas vraiment un aliment qui est très bon pour. Tu sais, c'est pas un choix le plus optimal, disons là. Parce que si on le décortique, tu sais, c'est quand on a le sushi, ben c'est un algue dans le fond qui entoure. Une grosse portion de riz, il y a une petite portion de poisson, puis une petite portion de légumes. Fait que, au final, là, ce qu'on consomme en grande majorité, c'est du riz, puis c'est pas du riz brun. Là. Fait que, c'est un riz blanc qui va être digéré assez rapidement. Puis des fois, avec ça, ben, on peut consommer de la sauce soya ou des sauces qui sont très salées. Puis des fois, il y a certains sushis qui ont de la friture ou que il y a plein finalement, au final, c'est pas un choix qui est très optimal parce qu'on voit que c'est plus très riche en glucides, pas vraiment de fibres, pas vraiment de protéines non plus. Fait que moi, je trouve pas que c'est un aliment qui est très santé. Mais comme je dis, c'est une question de contexte. Si on est mal pris, on veut consommer ça versus une poutine ou bien sinon un Big Mac, ben c'est peut-être un choix qui est plus intéressant. On va dire ça comme ça. Excellent. Et ça, j'étais curieux de t'entendre là-dessus, là, les fameuses detox, là, style smoothie, de l'eau citronnée pendant une semaine, etc. Ça sert à rien. C'est vrai. C'est vrai. Ça, tu vois, dans toutes les mythes que tu as mentionnées, là, c'est ça qui est vrai. On va le décortiquer parce que je trouve ça intéressant. Oui. Le jus de citron, ça, j'ai démystifié ce mythe-là maintes fois sur ma page Facebook. Ça, là, il y a quand même des petites études qui se sont attardées à ça, là, mais tout arrivé à la conclusion de dire que ça sert absolument à rien. C'est pas vrai que ça va aider à détoxifier le corps. C'est pas vrai que ça va aider à la digestion. Ça n'a aucun bénéfice, là. À part éroder ton émail, éroder l'émail au niveau des dents. C'est le seul impact que ça va avoir, le fait de prendre du jus de citron dans de l'eau tiède ou quoi que ce soit. Au niveau tout ce qui est des detox, même des thés detox aussi, moi je vois ça souvent sur Instagram. Là. Oui. C'est vraiment juste encore là, un gros coup marketing là, parce qu'on n'a pas besoin de détoxifier notre corps. Là. Souvent les gens ont tendance à faire ça, des detox, comme après le temps des fêtes, puis après les vacances. Ça, c'est souvent après qu'ils ont fait beaucoup d'excès. Puis c'est comme si on a l'impression que le corps, c'est comme un peu une piscine là, qu'il faut changer le filtre ou le nettoyer, là, mais ça fonctionne pas de même du tout. Là. À chaque jour, notre corps, nos reins, notre foie, ils détoxifient, nettoient notre corps là, par la filtration. Fait on n'a pas besoin de changer de rein puis changer de foie là, à la fin de nos vacances ou à la fin des périodes d'excès. Fait que, c'est totalement de l'argent dépensé inutilement qu'au final, que ça va se retrouver juste dans la toilette parce que vous allez les éliminer dans l'urine. C'est souvent des produits qui sont détoxifiants, ce sont des produits qui sont diurétiques plus que d'autres choses, fait que ça vous fait aller aux toilettes ou au contraire, ça fait aller plus à la selle.
Tu sais, souvent, les gens vont prendre ça en diminuant leur apport en calories. Des fois, ils vont même faire des cures de détox, des cures de jus. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'ils vont perdre un peu de poids parce qu'ils consomment moins de calories au final. Mais il n'y a aucune détox qui va se faire. Il y a aucun nettoyage du corps qui va se faire, à part le fait d'aller plus aux toilettes. C'est très bien expliqué. Puis surtout, tu tenais la fameuse detox que les gens font, par exemple, après le temps des fêtes. Puis tu sais, au final, même si tu as le feeling que ça te fait du bien, ben moi, j'ai vraiment plus l'impression que c'est le feeling que tu te concentres sur quelque chose. Donc, tant qu'à faire la detox, ben je vais m'assurer aussi peut-être de bien manger en même temps. Puis c'est tout ça. Au final, c'est juste tu reprends de bonnes habitudes qui ne sont pas l'excès. Au final, évidemment, ben, ça a marché, j'ai eu des résultats, puis il y a tout ce côté-là. Puis tu sais, à ce sujet-là, je me demandais si toi, tu avais des infos là-dessus. Tu sais, ça part, tu sais, à part le côté marketing, le mot detox, ça vient d'où, là, tu sais, parce que, tu sais, on a parlé de différentes diètes avant qui ont fonctionné un certain temps, puis peut-être que plus tard, avec des études moyen et long terme, on a fait, bon, ben, on a assez d'infos pour vous dire que c'est bon, c'est pas bon dans telle situation, etc., c'est extrême, mais ça part d'où, cette affaire-là de detox? Ça part du fait que c'est une semaine ou c'est 2 semaines, c'est court terme, tu sais. Est-ce que tu sais un peu, ça part d'où, cette affaire-là? Je pourrais pas te dire. Non, j'ai pas fait de recherche approfondie Mhm. sur les origines de détox. On pourrait peut-être suspecter que ça vient des jeûnes ou tu sais, à un Mhm. moment donné, il y a eu comme le fait que les gens ont comme extrapolé puis ont dit ah ben ça permet de détoxifier le corps. Puis là c'est là que ça a pris de l'expansion. Mais je pourrais pas te dire quand. C'est sûr qu'il y a eu vraiment une explosion de ce terme-là, mettons dans les 10 dernières années là. Mais je pourrais pas te dire l'origine même, malheureusement. Toi, Parfait. t'as-tu déjà lu sur Pas ça? du tout, puis Non? je me posais la question, puis tu sais, je me suis dit peut-être justement là, avec ce que t'apportais, je me suis dit peut-être que les detox, au fait, c'est une fragmentation d'une période de jeûne qu'ils ont mis sur un certain temps avec certains barèmes, parce que tu sais, au final, je veux dire, je vais faire mettons, là, je vais faire une détox vegan. C'est-à-dire pendant une semaine, je vais juste, tu sais, au final, je pourrais appeler ça comme ça, tu sais, puis je pense juste Mhm. que le mot détox, ça peut être relié à, pendant une semaine, tu consommes tel type d'aliment, ou tu sais, tu consommes une certaine chose, ou tu as certains barèmes de consommation qui vont emmener des bienfaits de X, Ouais. Y, Z. Et, tu sais, je pense que c'est surtout ça, mais tu sais, ça fait peut-être 10 ans, là, tu sais, surtout avec les médias sociaux, style Facebook, je n'en ai pas tant vu, mais quand Instagram a commencé, je te dirais, c'est surtout là-dessus, les gens étaient comme, ah, j'ai fait une détox au smoothie de telle affaire, où j'ai fait l'eau citronnée tous les matins, le petit thé vert. Le thé vert, oui, il y a des bienfaits, mais c'est pas ça qui change. Si ça te fait du bien mentalement, enjoy, mais tu C'est sais, ça. c'est juste un placebo mental, là, tu sais. En plein ça, c'est bon. C'est ça, exactement. Un Puis placebo mental, c'est vraiment bon. Mhm. je discutais de ça justement là durant mes études. Je parlais de ça avec Raymond Veillette là, qui est préparateur physique là, pour le club football, puis surtout les joueurs de hockey. Mais là maintenant c'est plus Raymond Veillette, c'est Guillaume Rioux. Mais on avait fait une entrevue pour dans le cadre d'un des cours. Puis tu sais, il y avait on avait posé la fameuse question, là, les étirements, les échauffements avant, après, au niveau du foam roller, là, tu sais, le Mhm. cylindre là, qu'on se masse. Puis tu sais, les recherches mentionnent que c'est mieux, ou les étirements mentionnent que c'est mieux après. Le foam roller avant pour activer les muscles, c'était bon aussi. Puis tu sais, ils disaient, ouais, mais ils font des étirements aussi. Puis là, je posais la question, mais côté performance, ils s'en vont jouer au foot, tout ça. Puis là, tu sais, ce qu'il me disait, il disait, parce qu'il faut en prendre puis en laisser, ce qu'il me disait, c'est qu'au niveau il dit, il y a un gars qui lead la séance d'étirement. Fait que, tu sais, Mhm. ce qu'ils font, ils en font pas assez pour que ça impacte assez dans le match, mais l'effet de groupe, l'effet d'être Ouais. tissé vaut beaucoup plus. Fait que tu sais, des fois, ça te dit, bon, il y a un petit effet négatif, mais l'effet positif, c'est ça. Si toi, au niveau, tu fais de l'anxiété, puis prendre ton petit thé vert, ça te relaxe parce que ton cerveau relie l'odeur du thé vert ou le goût à un effet relaxant. Euh, ben tant mieux, bois-le, mais sois juste C'est ça. conscient que c'est ça
l'énergie autour de ça, tu sais. Puis je trouvais ça vraiment intéressant parce qu'il y a des choses, des routines, on a toutes des routines, là, on a toutes des mini-tocs là, dans notre vie, puis qui font que ça nous fait du bien, mais au final, ça change rien, tu sais. Fait que c'est juste d'en prendre puis d'en laisser de ce côté-là. Ah, c'est purement psychologique, comme tu as dit. Ouais. Ah oui, ça, les aliments aussi, là, c'est fou à quel point certaines personnes pensent qu'en consommant, mettons, certains aliments, mettons des aliments verts, entre autres, là, tu sais, whoop, avec ça, tout va être beau, ils vont être en santé, puis ça a un aura santé, là. Fait que oui, ça, le volet psychologique, le volet placebo est vraiment, vraiment, vraiment important, même en point de vue en entraînement, mais en nutrition aussi. Mm-hmm. Puis moi, ça, j'avais une question personnelle de ce côté-là. Étant nutritionniste, toi, ta gestion de la nutrition, puis je parle pas des quantités, des calories, tout ça, est-ce que tu réussis quand même toujours bien à gérer ça? Comment tu te sens par rapport à ça? Parce que, comment je dirais ça, pour faire un parallèle, moi qui fais de l'entraînement, de la préparation physique, souvent les gens vont dire « Ah ben t'es entraîneur, fait que tu sais, toi, la motivation, tu l'as tout le temps dans le tapis pour t'entraîner, puis évidemment, tout va bien, puis tu sais, c'est sûr qu'un entraîneur va être dans sa meilleure shape, etc. » Puis je veux dire, c'est pas parce que tu as les connaissances, tu es conscient, mais c'est pas parce que tu as les connaissances que, évidemment, tu gères ou tu as toujours la motivation. Côté nutrition, je fais pas totalement le parallèle, mais j'étais curieux de t'entendre à ce sujet-là. Ben, c'est très intéressant comme question. En fait, c'est rare qu'on me la pose aussi, là. Mais moi, je te dirais que c'est sûr, de mon côté, que c'est beaucoup influencé par justement mon passé, hein, étant donné que moi, j'ai eu une grosse perte de poids dans le passé. Tu sais, à ce moment-là, à l'âge de 16 ans, tu sais, là, j'ai changé justement mon alimentation. Fait que tous ces réflexes-là ont été maintenus dans le temps. Parce que moi, ma perte de poids, j'ai réussi à la maintenir. Tu sais, on entend souvent malheureusement que tu sais, de la perte de poids, les gens qui vont perdre du poids vont toujours la regagner ou presque toujours. Oui, c'est vrai que on a beaucoup de risques de reprendre le poids perdu suite à une perte de poids, mais il y a quand même certaines personnes, certains groupes d'individus qui réussissent à la maintenir. Fait que, moi, de mon côté, là, je peux dire, là, ça fait 15, ça fait 14 ans, en fait, là, que j'ai réussi à maintenir mon poids perdu. Évidemment, ma composition corporelle a changé au fil du temps. Là, j'ai pris de la masse musculaire et tout ça. Mais je te dirais qu'au point de vue des comportements, moi, de mon côté, j'ai tout le temps eu une bonne relation avec la nourriture. En tant que nutritionniste, là, j'ai toujours eu une bonne relation avec la nourriture. J'ai pas eu de troubles alimentaires. J'ai pas eu de fixation sur certains aliments ou quoi que ce soit. Moi, j'ai une relation très terre à terre avec la nourriture. C'est-à-dire que, des fois, certaines personnes peuvent associer justement peuvent gérer leurs émotions via les aliments, ils peuvent associer certains aliments plus au réconfort. Oui, moi, il y a des aliments que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup, des aliments qui vont être de réconfort, mais moi, je vais gérer mes émotions vraiment autrement que par l'alimentation. Puis moi, l'alimentation, moi, c'est pas au point de vue de dire, tu sais, comme des fois certaines personnes, c'est il fait juste manger pour manger. Moi, je mange, j'apprécie les aliments que je mange, mais c'est sûr que moi, de mon côté, je suis habituée de gérer mes portions. Je suis habituée de gérer mes calories. Puis pour moi, c'est aucunement une problématique mentale. Tu sais, je me sens très bien avec ça. Je me sens pas privée. Si à un moment donné, je vais aller au restaurant ou manger un aliment X, je vais le manger sans aucune culpabilité. Je vais gérer la portion, par exemple, mais c'est parce que moi, j'ai le désir de le faire en fonction de mon objectif. Mm-hmm. Fait que, tu sais, moi, je vois pas ça du tout comme un trouble alimentaire. Au contraire, pour moi, c'est une restriction flexible parce que de un, je veux maintenir mon poids perdu aussi. Là. Puis, tu sais, j'ai des objectifs aussi de performance sportive. Fait que moi, je suis bien à 100% là-dedans. Puis, c'est sûr et certain que j'ai quand même une alimentation de qualité au quotidien. Là. C'est sûr que je fais attention de manger suffisamment de fruits et légumes. Je mange pas de friture à tout bout de champ et tout ça. Fait que c'est sûr que certaines personnes pourraient voir mon alimentation, dire que j'ai quand même une alimentation santé et stricte, mais c'est mon quotidien depuis 14 ans. Fait que ça, je vois aucunement ça comme étant une diète restrictive. Là. C'est par choix, puis c'est parce que je l'apprécie. C'est cool parce que ça reflète un peu le message qu'on veut donner, sûrement que tu veux donner. Il faut que tu le fasses pour toi puis que tu sois en ligne avec toi-même là-dessus.
Puis il faut que tu sois bien. Puis c'est intéressant que puis félicitations là, que ça fasse aussi longtemps que tu ailles garder ton objectif. Puis malgré les plus d'entraînement, moins d'entraînement, puis la composition corporelle évidemment a changé. Mais tu sais, c'est quand même une belle réussite. Puis c'est le fun parce que tu es capable de transmettre ce message-là aux autres. Là. Puis tu sais aussi, des fois, juste un mot ici que je voulais apporter, là, puis tu sais, j'ai pas souvent la chance d'en parler, là, mais des Vas-y. fois, on a souvent l'impression que si quelqu'un gère ses apports alimentaires, tu vois, par une application ou juste gérer ses portions au quotidien, on pense automatiquement qu'il y a un trouble alimentaire. Mais tu sais, moi, je le vois dans ma pratique, là, que j'en ai plein de clients, j'ai plein d'individus qui sont très sains au niveau psychologique. Tu sais, ils vont très bien. Puis si à un moment donné, ils peuvent pas respecter leur journée que c'était prévu, puis ils mangent autour du souper, c'est pas grave. Ils sont bien corrects avec ça, puis ils vivent bien avec ça. Fait que c'est ça qui est dommage. Des fois, c'est pas parce que on va gérer les portions, on va gérer les calories, qu'automatiquement on a un trouble alimentaire ou qu'on a un trouble psychologique. Donc, je trouve qu'il y a vraiment une nuance à apporter parce que souvent, j'entends ça des fois, certains professionnels vont dire non, il faut vraiment pas que tu gères tes portions, il faut vraiment pas que tu comptes tes calories, il faut même pas que tu essayes de perdre du poids parce que là, tu vas tomber dans des réflexes ou dans un trouble psychologique ou quoi que ce soit. Je trouve ça dommage parce que, tu sais, encore là, c'est une question d'équilibre, c'est une question d'objectif, c'est de voir un peu la personne, elle part d'où, puis voir un peu si elle a des risques reliés avec ça. Fait que, tu sais, c'est toujours une question de contexte, je trouve. Puis toi, t'as-tu justement, est-ce que t'as des soit que ce soit dans tes questionnaires ou t'as-tu comme des critères, mettons que si quelqu'un a justement fait l'application, là, toi tu suis, ça va bien de ce côté-là, lui il rentre ses affaires. Est-ce qu'il y a des signaux que tu peux nous mentionner de dire OK, là, faut peut-être que je me pose la question à savoir si c'est rendu peut-être maladif ou en tout cas c'est le début de avant que ça se rende Mhm. trop loin. Ben oui, oui, c'est sûr. Dans le questionnaire, moi, j'ai un gros volet sur les antécédents alimentaires. Tu sais, moi, je veux voir ce que la personne a essayé dans le passé. Tu sais, si je vois que c'est une personne qui a eu une préoccupation constante de son poids, qui a essayé plein de diètes, puis que je vois qu'elle a une relation pas vraiment positive avec son image corporelle, puis qu'elle se restreint beaucoup, puis là, juste dans son langage, quand elle me dit qu'elle a beaucoup de culpabilité, mettons, quand elle mange une poutine, par exemple, ou qu'elle déroge un peu de ses habitudes alimentaires, je ne vais pas nécessairement aller vers la même approche que quelqu'un qui n'a pas le même background, par exemple. D'un autre côté, si par exemple, je suggère justement une structure alimentaire avec la personne, puis là, je me rends compte que là, elle va restreindre justement ses sorties sociales ou ses interactions sociales, elle va éviter d'aller au restaurant, elle va se sentir extrêmement mal si, mettons, elle va déroger de son plan nutritionnel ou, tu sais, qu'elle utilise un langage très dichotomique puis elle se met à catégoriser les aliments comme étant bons et mauvais. Là, c'est sûr que je prends le temps de m'asseoir, tu sais, avec la personne dans le bureau puis d'en discuter avec elle, dire, ouais, là, tu sais, peut-être qu'on est trop restrictif, pas au point de vue que moi je le demande, vraiment pas. Peut-être qu'on va trop loin ou il y a des choses qu'on va simplifier pour que ça soit plus facile puis qu'il y ait moins de pression au niveau psychologique, là. Ben, c'est sûr que si la personne veut perdre du poids, il faut avoir une certaine restriction des portions, mais il faut que ça reste sain. Fait que, si je vois que ça joue trop dans la tête de la personne, on va changer l'approche tout simplement pour elle soit plus heureuse avec ses choix alimentaires puis qu'elle se permette de vivre au travers de tout ça, hein, parce que c'est important. Mhm. Mm. Puis j'avais comme une question qui était vraiment hors contexte à ce sujet-là. Est-ce que ça Mhm. t'est déjà arrivé ou est-ce que ça t'arrive mettons, de cesser la collaboration avec un client parce que peu importe, que ce soit de ton côté, ça ne fit pas, je sais pas, dans tes valeurs ou que l'autre personne de son côté est, je sais pas, est trop intense, je sais pas dans quelle situation. Est-ce que c'est déjà arrivé que ça fasse comme, écoute, la collaboration fonctionne plus ou écoute, je comprends où tu veux aller, mais je sais que je suis pas la meilleure personne outillée pour t'aider. C'est quelque chose qui est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé une fois. Une fois. Oui, avec une certaine personne qu'on avait fait la rencontre initiale, puis là, finalement, ça a vraiment pas marché. La personne, je savais pas trop ce qu'elle voulait aller chercher, mais ça fonctionnait pas du tout avec moi, le genre de service puis d'approche que je voulais donner. Fait que oui, ça m'est déjà arrivé une fois. Puis je pense que les deux, on était d'accord sur le fait que ça marchait pas.
Au moins, ça, c'est déjà, ça, c'est déjà une bonne chose parce que C'est ça. moi, ça m'est déjà arrivé aussi. Puis c'est vraiment, je pense qu'il faut que l'autre soit d'accord, il faut que l'autre personne le sente aussi parce que sinon, des fois, ça peut être pris comme, voyons donc, c'est quoi, je suis pas Ben correct oui. pour toi ou tu sais, la personne l'a pris une personnelle. Puis justement, quand tu me parlais, je me suis dit, est-ce que ça peut arriver que je veux dire, la personne qui s'en va tout droit se blesser ou qui s'en va tout droit dans le mur, ben moi, mon but, c'est pas, je fais mon rôle conseil là-dessus, mais mon but, c'est pas de cautionner ça. Fait que si jamais elle dit non, coûte que coûte, personnellement, le client n'a pas toujours raison. Là, je veux dire, si elle s'en va dans le mur, ben tu iras dans le mur avec quelqu'un d'autre. Moi, je te suis pas dans ce côté-là. Là. Mhm, tout à fait. Si tu avais trois conseils, ça je l'ai posé assez précisément, si tu avais trois conseils à donner à quelqu'un qui veut changer des éléments dans sa nutrition, et là je vais vraiment large là-dessus, tu peux y aller large dans tes conseils, ça serait quoi les trois conseils que tu donnes? Mettons, quelqu'un vient te voir, écoute, j'aimerais ça avoir trois conseils là, général. Là. Moi, je veux changer les choses dans ma nutrition, je sais pas trop encore, mais j'ai envie de faire des changements. Qu'est-ce que tu donnes comme conseil? Premièrement, je dirais qu'il faut que la personne elle trouve une alimentation, qu'elle fasse des changements, mais qui colle le plus possible avec son style de vie. Première chose. Il faut que ça colle avec sa routine, il faut que ça colle avec son horaire, avec sa réalité. Donc ça, c'est la première chose. Si par exemple, quelqu'un dit qu'il veut faire le jeûne intermittent, mais que c'est une personne qui adore déjeuner, déjà, il s'en va dans le mur, il fonce dans le mur à 100%. Fait que ça, première chose, il faut que ça colle avec sa réalité, puis que ça soit durable dans le temps. Deuxième chose, je dirais que sur tous les volets, d'augmenter sa consommation de légumes puis de fruits. C'est sûr et certain qu'il ne se trompera jamais. Le fait de consommer plus de légumes puis de fruits va apporter beaucoup de fibres, beaucoup de vitamines, beaucoup d'éléments nutritifs. Puis, tu sais, même si on entend des fois là, que moi j'ai déjà vu ça, là, que les fruits, oh, ça c'était riche en sucre, ça pouvait être mauvais pour faire prendre du poids. Là. Moi, là, j'ai rarement vu quelqu'un, puis je pense que ça s'est jamais décelé dans les études, là, quelqu'un qui prenait du poids ou qui était en surpoids ou obèse à cause qu'il avait trop consommé de légumes et de fruits. Bon, ça, c'est sûr et certain c'est sûr et certain que là-dessus, moi, c'est pour ça que je trouve que c'est un bon réflexe. Puis, troisième point, surveiller son apport, optimiser et surveiller à consommer suffisamment de protéines. Fait optimiser son apport en protéines. Fait que ça, c'est les trois, moi, je te dirais que c'est les trois piliers de mon approche en nutrition. Puis c'est avec ça que je commence d'emblée avec mes clients. Puis si la personne est capable de répondre à ces questions-là, ben toi, Mm-hmm. tu es capable t'es capable de l'aider parce que souvent, des fois, si tu poses des questions, puis la personne fait comme un, je me suis jamais posé cette question-là. Deux, je ne sais pas c'est quoi la réponse. Fait que là, c'est comme Mm-hmm. deux choses à répondre, mais tu sais, une fois que tu as ces réponses-là, Mm-hmm. peu importe le temps que ça va prendre pour trouver la réponse, mais une fois tu sais d'où tu pars, puis tu sais un peu plus dans quelle direction te lancer, là, puis je pense que c'est des très bons conseils que tu donnes. Je vais finir aussi avec une couple de questions peut-être un petit peu plus loufoques. Là. C'est vraiment des questions simples de genre de Would you rather ou qu'est-ce que tu préfères? Je trouve ça assez plaisant de poser ça aux gens. Je sais pas si tu es consommatrice de ces boissons-là, mais c'est une question, moi, que je pose souvent à mes amis, puis souvent, il y en a qui ont un choix difficile. Si tu avais le choix entre ne boire ou ne plus boire l'un des deux de café ou d'alcool, ton alcool préféré, peu importe toutes les sortes d'alcool pour le restant de tes jours, lequel tu choisis et pourquoi? Ah ben là, moi, je vais choisir à 100% de boire du café parce que je bois pas d'alcool. Ça va Excellent, être super. facile. Bon, ben, la décision est assez facile là-dessus. Puis à Ouais. date, j'ai pas vu personne nommer l'autre option, parce que le café, c'est bon pour la santé. Non, mais je veux dire, c'est le fun, ça ramène plein de souvenirs. Puis c'est aussi, on s'entend Mhm. l'alcool, c'est, parce que moi, j'en consomme, puis je veux dire, c'est plaisant, c'est social. Mais tu sais, il y a quand même des effets, il y a plus d'effets négatifs à l'alcool qu'au café. Mhm, tout à fait. Sinon, deuxième question, en fait, c'est si tu as le choix entre ne plus pouvoir cuisiner ta propre nourriture, fait que c'est soit quelqu'un qui a cuisine pour toi ou tu es obligé d'acheter des choses déjà préparées, ou ne plus pouvoir pratiquer ton sport préféré, qui est le powerlifting. Tu peux pratiquer d'autres sports, là, mais mettons, on s'entend, mettons, tout ce qui est haltérophilie, powerlifting, tu peux plus le pratiquer. Tu peux faire du badminton, tu sais, peut-être un peu d'entraînement en salle. Lequel tu laisses de côté et pourquoi?
Moi, je dirais ne plus pratiquer mon sport préféré. OK. Ouais, Pourquoi? ouais. Je trouverais une façon de m'adapter autrement. C'est pas grave. Tu sais, juste par exemple avec le confinement, par exemple, ce printemps, là, tu sais, l'entraînement en salle, tu sais, moi de mon côté, il a fallu que j'arrête à 100%, même si j'avais, excuse-moi, des poids ici. Excuse-moi, je vais prendre un Il n'y a peu pas de d'eau. problème. Je veux pas que tu t'étouffes. Évidemment, à moins que tu me dises que tu avais 300 livres de poids à Non, la non. maison, parce qu'il se pourrait, là, mais... Ouais, mais non, moi, je suis dans un appartement. Fait que, tu sais, j'avais aucunement l'équipement nécessaire. Puis la motivation était là au début. À un moment donné, oups, elle a baissé. Mhm. Puis, tu sais, ça a été une façon pour moi de voir que j'étais capable de m'adapter autrement. Fait que, tu sais, si j'avais, mettons, il m'arrivait quelque chose, quoi que ce soit, puis je pouvais plus pratiquer le sport que je pratique actuellement, oui, je trouverais ça bien plate, mais je m'adapterais autrement, je trouverais d'autres façons, je ferais, je sais pas, du yoga, du badminton, tu sais, tu as dit le badminton, je ferais de la natation, du vélo, je trouverais d'autres façons, mais moi, je préfère vraiment cuisiner, puis tu sais, parce que j'aime cuisiner aussi, fait que je préférerais cuisiner mes repas, puis avoir plus le choix de ce que j'ingère à chaque jour que le type de sport. Mhm. Puis probablement aussi que, tu sais, ce que tu ingères chaque jour, c'est... Ben, dans les mœurs de société, c'est 3 fois par jour. Là. Souvent, il va y avoir des collations aussi le temps. Puis, tu sais, l'entraînement, mettons que tu t'entraînes tous les jours, Mhm. c'est 1 fois par jour. Fait que peut-être aussi la fréquence peut jouer dans Mhm. ce côté-là. Puis la dernière question, c'est pas une comparaison, c'est juste pour savoir. Je suis toujours curieux de savoir, parce que les nutritionnistes, un peu comme les coachs, on est des humains comme les autres. Mhm. Toi, c'est quoi ton aliment ou tes aliments craving? Tu sais, le genre d'aliment de quand tu as besoin de manger quelque chose, tu as un craving, c'est à quoi tu penses? Il y en a, c'est le chocolat, il y en a, whatever, c'est des chips, il y en a, c'est le sushi, il y en a, c'est... Toi, c'est quoi? Ben moi, je te dirais que c'est pas mal cliché, mais c'est le chocolat. Moi, tout ce qui est OK. à base de chocolat, je vais apprécier. Moi, c'est sûr que ça va être plus mon dada, là. Tu sais, gâteau au chocolat, crème glacée au chocolat ou chocolat même, là. Je suis un bon Hmm. chocolat noir au lait. C'est un des deux, là, mais pas le chocolat blanc. Mais chocolat OK. noir au lait, là, j'adore ça. Fait que, tu sais, moi, je te dirais chocolat à Chocolat. 100%. Je suis plus de type sucré que salé, par exemple. OK. Parfait, Ouais. super. Fait que, tu sais, toi, euh, tu t'en vas prendre crème glacée trempée, toi, fleur de sel, plus ou moins. Non, être plus dans le chocolat noir ou ma menthe ou des trucs au OK. chocolat, tout le temps. OK, cool, cool, Ouais. excellent, j'aime ça, j'aime ça. On a parlé de ta page Facebook plus tôt, Ouais. Catherine Lepage, merci beaucoup, c'était super intéressant. J'avais 1000 autres questions, mais il faudra remettre ça. C'est où qu'on peut te suivre, te contacter s'il y en a qui veulent suivre tes articles, tes services, ta page Facebook, mettre tout ça ici. Puis moi, je vais le mettre aussi dans la description là, du podcast, là, c'est sûr et certain. Mhm. Où est la place où est-ce que je suis le plus accessible? C'est ma page Facebook, La Nutritionniste Active. C'est mon pseudonyme justement sur les médias sociaux. Je suis également sur Instagram avec le même nom, le même pseudonyme. Si jamais les gens veulent plus de renseignements au niveau de mes services, ce que j'offre en termes de forfait, ils peuvent se rendre justement sur mon site web, le nutritionnistactive.com. Puis il y a une section Me contacter. Donc, les gens peuvent directement m'envoyer un formulaire là-dessus, puis ça va s'en aller dans ma boîte courriel. Donc, si jamais ils veulent prendre rendez-vous sur mon site web ou ma page Facebook. Puis, je suis quand même assez présente sur les médias sociaux, là. Moi, j'ai un petit calendrier que je publie de façon hebdomadaire, là. Fait que j'essaie de mettre du contenu, des articles, des partages d'infographiques et même des images sur le lieu. Fait que c'est vraiment mon endroit de prédilection Facebook puis Instagram. Excellent. Puis je conseille tout le monde à aller voir la page Facebook. Là. Moi, c'est une page que je suis depuis très longtemps. Puis il y a toujours des informations super intéressantes et véridiques parce que on suit Mhm. beaucoup de professionnels, puis il y en a qui rejoignent nos valeurs et d'autres non. Puis je peux dire que la tienne rejoint mes valeurs. Puis aussi ce que tu publies, ben, je sais que c'est pas ouais, j'ai lu l'article en diagonale, ça fait un peu de, de, de contenu rapide. Je sais que ça a été recherché, choisi avec un objectif. Puis souvent, il y a toujours un texte de toi en lien avec ça. Fait qu'on sait un peu plus vers où tu veux te diriger. Fait que je te remercie beaucoup. C'était vraiment apprécié. J'espère que ça a éclairé bien des gens sur bien des sujets. Puis c'est sûr qu'on va remettre ça à 100%. Ben, merci encore beaucoup, Simon. Moi, j'ai vraiment apprécié notre discussion, puis j'espère pouvoir revenir sur le podcast une autre fois lorsque ça donnera. Excellent. Je te remercie beaucoup. Merci beaucoup.